nationale, c'était à Maroua, il y a quelques jours, et on essaiera avec nos invités d'attribuer les bons et les mauvais points de cette communication dans laquelle il s'adresse à l'élite du septentrion, notamment celle de l'extrême nord. Il semble dédouaner le président Paul Biya en indiquant que le président a tout donné au nord et que c'est les fils du nord qui n'ont pas pris leur responsabilité. Il prend son cas personnel en exemple, son arrivée à l'Assemblée nationale, où il a trouvé une cinquantaine de ressortissants du Grand Nord, et quelques années plus tard, ils sont 300 aujourd'hui. Chacun doit donc prendre ses responsabilités et non accuser le président Paul Biya. On donnera ensemble les bons et les mauvais points de cette sortie. Et puis, au lendemain de la désignation de Issa Tiroma Bakari comme candidat consensuel de l'opposition par l'Union pour le changement, l'UPC 2025, conduit par Anissé Ekane et Djokam Chamni, la plupart des candidats engagés à cette élection présidentielle ne reconnaissent pas ce choix, la procédure, ni même la qualité et la légitimité de ceux qui ont choisi ce candidat consensuel à l'absence d'autres candidats. Finalement, le choix de Issa Tiroma divise-t-il ou alors c'est la procédure qui fait problème? Peut-on, à la lecture des communiqués des uns et des autres, envisager d'ici le lancement de la campagne électorale ou d'ici le 12 octobre, la possibilité finalement d'un candidat consensuel de l'opposition? Ce sera avec nos invités. Trois sont déjà installés. Accueillons celui qui vient de loin, Eba Essongue. Il vient de Garoua. Vous êtes journaliste, vous êtes très connu dans Nord Actu, très actif là-bas. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci de m'accueillir sur votre plateau. On dit Essongue, on ne voit pas rapidement le nord. Oui, on voit le littoral, plus précisément le Mungo, ouais. Parce que je suis originaire du Mungo, mais je vis dans... de Penja, de Konsamba, je suis originaire de Mankwa. Je suis originaire de Mankwa. Dès que vous arrivez à Mélon, vous êtes au niveau du marché, vous pouvez vous rendre directement à Mankwa. On aime bien ce département-là, voilà. du Mungo. Mais puisque vous venez de Garoua, profitons-en. On est en train de renouveler les conseils régionaux. Nous avons déjà eu la chance de recevoir ici le président du conseil régional de la Damaoua, qui est reparti d'ici avec de très bons points. Il paraît que ça bosse dur et bien dans la Damaoua. Donne un peu quelques nouvelles du conseil régional du Nord. Ça se passe bien là-bas aussi? Regard de journaliste. Ça bosse dur aussi de ce côté-là. Le président Oumar Ousmanou est sur le terrain, comme on peut l'imaginer. Beaucoup de réalisations ont été faites au profit des populations dans les 4 départements. Et tout récemment, il y a eu une grande opération d'envergure de distribution de matériel multiforme en appui, que ce soit aux formations sanitaires, que ce soit aux établissements d'enseignement secondaire, que ce soit aux personnes qui sont dans l'élevage ou l'agriculture. Mais en dehors de ça, il y a d'autres actions qui sont menées sur le terrain. Le chantier est certes vaste, énorme, mais il y a la volonté de l'homme qui se bat pour pouvoir faire ce pourquoi il a été choisi par ses pairs conseillers régionaux. Donc il y a des bons points à mettre à son actif. Faut pas tout noircir. Il faut aussi comprendre qu'on est dans un contexte où la décentralisation, pour l'instant, chez nous, est encore comme quelqu'un qui vous donne une chèvre et attrape la corde. Voilà, retient encore la corde. Donc, parfois, les présidents des conseils régionaux sont obligés de faire des pieds et des mains et de faire preuve d'imagination. Et c'est justement cette imagination-là qui le caractérise. J'ai eu l'occasion, pour moi qui suis également un opérateur culturel, lorsque je vois un élu qui décide d'investir dans la culture, parce que le conseil régional a mis sur pied depuis l'année dernière un festival qui s'appelle Wailamen, je me dis quand même que il y a cette prise de conscience-là. On est quand même conscient que parmi les leviers de développement d'un pays, il y a inéluctablement la culture. Maintenant, après, ça ne suit pas forcément chez nous, mais il y a ceux qui comprennent et qui commencent à investir à l'intérieur. Ça, c'est des crédits à mettre à son actif. Il y a beaucoup d'autres idées qu'il a, mais après, il va falloir qu'il puisse rempiler pour un nouveau mandat, peut-être pour dérouler sa feuille de route. Mais on va quand même dire qu'il est crédité de bons points pour ce premier mandat. Permettez donc de saluer le président du conseil régional du Nord et toutes les populations de la région du Nord. Norbert Olivier Baudet, journaliste, membre du club des journalistes politiques. Bonsoir et bienvenue.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour co-discutants, bonjour millions de téléspectateurs de la chaîne qui monte et qui monte encore. Vous me permettrez d'entrer, de saluer un ami, un compagnon, un frère qui a bénéficié hier d'un décret du Premier ministre chef du gouvernement, faisant de lui le chef service de l'information et de la communication de l'Université de Berthois. Il sera en charge de l'organisation des voyages, des conférences et du rayonnement de cette université qui est née, je crois, à la suite d'un décret du 4 janvier 2022. Il est scotché, nous regardons ce moment, on lui dit félicitations pour cette nomination. Il est à Berthois? Oui, il est à Berthois. D'accord. On salue également les populations de Beyrouth, du côté de Berthois. Bertrand Bama, enseignant, membre de la société civile, analyste socio-politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à tous les panélistes ici présents. Merci de m'avoir associé une fois de plus à ce riche débat. On accueille également Simon Metsengue, qui est bien connu également de nos plateaux. Il est membre du RDPC, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Simon, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir à 1 million de téléspectateurs. C'est pour moi un honneur, une fois de plus, d'être des vôtres. Alors, nous allons accueillir certainement dans quelques minutes Dr Armand Ngaketia, qui est le coordonnateur national de Nouvelle Force Politique, NFP. C'est un nouveau mouvement qui vient de naître. Il viendra nous parler également de ce mouvement lorsqu'il nous retrouvera sur ce plateau. Messieurs, écoutons ensemble ce discours du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Il était à Maroua il y a cela quelques jours. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et juste derrière, avec vous sur le plateau et également ceux qui nous regardent, qui connaissent les codes d'accès, le numéro pour envoyer les différents messages et contributions, on pourra attribuer les bons et les mauvais points de cette communication. Est-ce qu'on peut écouter le DIRCAP du PAN? Principal collaborateur, politicien, mais aussi en tant que conseiller technique de leader du Festival international Tourna Massana, pour dire à mes jeunes concitoyens qu'il y a les leaders politiques et il y a Paul Biya. Il y a ministres et il y a ministres qui sont devant vous. Ce n'est pas Paul Biya qui est notre problème, c'est nous-mêmes. Paul Biya nous a tout donné. Si chacun n'a pas fait son travail, n'accusons pas Paul Biya. Paul Biya nous a tout donné. Je prends seulement l'élection présidentielle de 2018. Paul Biya nous a fait les promesses. Il a fait un gouvernement. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ce gouvernement? On a tout, comme dit quelqu'un à ma gauche. C'est Paul Biya qui viendra nous dire, inscrivez le projet de construction de la route Maroua-Koussiri. Mais soyons sérieux. Nganou Djoumissi a construit la route Yaoundé-Bafou, la seule route viable du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Parce qu'il est de l'Ouest. Et il l'a fait, Nganou Djoumissi l'a fait quand il était ministre de l'économie. Même si on doit le pendre, tous les Bamileke sont derrière Nganou Djoumissi. Alors si nous sommes incapables d'inscrire les projets tels que la construction de routes, n'y a-t-il pas un ministre de l'économie à l'extrême nord? Origine de l'extrême nord? Qu'est-ce que vous voulez? Je parle ici, je prends mes responsabilités. Nous, à l'Assemblée, nous avons pris nos responsabilités. Quand je devins directeur de cabinet du 13 président de l'Assemblée nationale, le 30 novembre 2014, il y avait à peine 50 ressortissants de l'extrême nord à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y en a combien? Plus de 300. C'est les responsabilités qu'on doit prendre. Quand Paul Biya nous donne une parcelle de pouvoir, on doit l'exploiter. Je vous le dis ici, je vous regarde dans les yeux, monsieur le gouverneur, je n'ai pas peur de le dire. On vous a parlé de moi aujourd'hui, sachez que c'est de Boukar Abdourahmane qu'il s'agit. On vous a dit que je suis un désordonné. Je ne le suis pas. Je dis la vérité. Il faut qu'on travaille. Les ministres, mon frère Mouna Foussou a pris ses responsabilités. Ça fonctionne. Mon frère Taïga a pris ses responsabilités. Ça fonctionne. Pourquoi les autres ne prennent pas de responsabilités?
Faut-il seulement être Premier ministre pour travailler pour le Cameroun? Faut-il seulement être quoi? Mes chers jeunes concitoyens, ce mandat est le nôtre. Prenons nos responsabilités, nous allons travailler. On n'a pas peur de quelqu'un. Je vous remercie. Voilà donc le propos du directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale. C'est pas Paul Biya qui est notre problème. Notre problème, c'est nous-mêmes. Paul Biya a tout donné. Il manque quoi dans le gouvernement mis en place après les élections de 2018? On a tout là-dedans. Ce n'est pas Paul Biya qui viendra inscrire la route, par exemple, Maroua Kousseri, dans les projets routiers. Nganou Djoumessi l'a fait, étant Minepat. N'avons-nous pas un ministre de l'économie ici dans le nord, notamment dans l'extrême nord? Voilà les extraits, hein, ce qu'on peut retenir, tout autre, chacun peut retenir ce qu'il aura retenu. Norbert Olivier et Baudet, première réaction après avoir écouté le DIRCAP du PAN. La réaction, c'est qu'il s'agit là d'une sortie inexplicable, une sortie qui magnifie le tribalisme d'État. Donc on ne comprend pas cette sortie que pour avoir voix au chapitre, pour avoir une place au soleil au Cameroun, il faut être un protégé d'eux, ou d'un tel ou d'un tel. Donc il va falloir que mon frère Métienge qui défend encore et écrit le RDPC soit nommé quelque part pour que moi, là aussi, ait bénéficié. C'est ce que ça veut dire, puisque le DIRCAP nous fait savoir qu'en 2014, quand il a fait DIRCAP, il y avait 50 ressortissants du Grand Nord. Aujourd'hui, on est à 300. Ouais. Et ça fait donc que le fait qu'il soit nommé, il a été nommé en novembre 2014 et il a été démis, ça il faut le préciser, le 9 novembre 2023. Sauf que il a été démis à 17h et à 20h il était toujours fait DIRCAP. Donc aujourd'hui, c'est donc quelqu'un bouffi d'orgueil qui vient parler aux gens avec condescendance parce que il se dit qu'il a le pouvoir entre ses mains. Il dit chez nous à l'Assemblée nationale. Il parle en qualité de qui? De PAN ou alors de délégataire? Il parle en qualité de qui? Du patron politique de la région de l'extrême nord. C'est autant de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Il cite nommément des gens. C'est-à-dire que voilà les gens qui à longueur de journée nous disent combattre le tribalisme, mais travaillent à le maintenir chaque fois. Donc c'est un discours qui a un relent d'un achat de conscience, puisque on sait qu'on a dérapé sur toutes les lignes. On veut s'entourer d'une bouée de sauvetage. Parce que je rappelle que au-delà de cette maladresse intervenue le 14 septembre 2025, c'est pas un précédent. Et il vous souvient que en mai 2025, il y a eu un meeting de mobilisation de 100 000 jeunes là-bas qui a été un gros flop. Je sais que mon frère Métienge va réagir sur la question en démontrant tout à l'heure que je dis n'importe quoi. Mais vous savez, justement, il se prévalait de casquette de RDPC. Peut-être Simon nous dira tout à l'heure quelle est même sa fonction, puisque il y a eu des nominations l'autre jour au comité central. Je n'ai pas vu son nom quelque part. Mais il nous montre donc aujourd'hui que ce que les gens disent tout haut, il semble le matérialiser dans son discours, comme quoi il serait un pan bis, puisque des indiscrétions font état de ce que, même à l'Assemblée là-bas, tout passe désormais par lui. Et vous savez qu'avant, il y a eu une sorte de vacances au secrétariat général pendant 2 ans. Il a été pratiquement accusé de cumuler et DIRCAP et SG et ainsi de suite. Aujourd'hui, donc, il parle devant le gouverneur qui est le représentant du chef de l'État. Il parle haut et fort, il dit qu'il a pris ses responsabilités en citant nommément. C'est montrer que chacun, aujourd'hui, s'accapare sa parcelle de pouvoir et en fait ce qu'il veut. Donc, nous qui n'avons pas des relations haut placées, on va beau faire l'école, on va beau avoir des formations solides, on va toujours être là derrière le pouce. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Jean-Jacques dans la rue, les gens n'arrivent plus à être cléments. Quelqu'un, vous bousculer quelqu'un, c'est le coup de poing qui est sorti parce que tout le monde est frustré. Un gars vous transporte à bord d'une moto parce que titulaire peut-être d'une licence ou d'une formation solide. Il devient nerveux parce qu'il n'a pas bon chapitre. D'accord, en termes de bons ou de mauvais points, vous n'en trouvez pas de bons en tout cas. Moi je n'en trouve pas, honnêtement, je préfère être péremptoire. Moi je ne peux même pas accorder ces conseils atténuantes parce que il y a beaucoup de jeunes, puisque c'est pas mon frère qui reviendra, qui vient du Nord qui me démentirait. Quand vous faites le Nord, beaucoup de jeunes attendent aussi
avoir une place au soleil. Mais quand ceux-là s'accaparent de tout, ils ne peuvent pas applaudir des deux mains une telle sortie. Dans tous les cas, on reviendra dans le contexte de cette sortie également. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Quand le ridicule ne tue plus, qu'il parle des performances de l'Assemblée nationale en 33 ans. Combien de lois sont venues de l'Auguste Chambre? C'est Abo qui envoie ce message-là. Bertrand Bama, vous avez écouté le dire-cap du président de l'Assemblée nationale. Y a-t-il des bons et des mauvais points dans cette sortie, dans cette communication? Merci Jean-Jacques. Comme tous les panélistes ici présents, nous avons suivi ce discours. Moi, je dirais que le directeur du cabinet du PAN a relevé des bons points et j'apprécie. C'est ce que je reproche à plusieurs membres du gouvernement originaires d'Union Ekele, parce que c'est mon département d'origine. Jean-Jacques, il n'y a pas de route chez nous. Je vous dis bien, il n'y a pas de route. Il y a des décès régulièrement à cause du manque de ponts. Et chacun doit défendre son village maintenant. Non, Jean-Jacques, suivez. Lorsqu'on est membre du gouvernement, je pense qu'il faut, comme le DICAP disait tout à l'heure, ce n'est pas Paul Biya qui viendrait introduire les projets de construction des routes du département d'Union Ekele. Il y a une élite là-bas. Donc, l'élite doit prendre ses responsabilités. L'élite doit savoir que dans mon département, il n'y a pas de route. C'est-à-dire, je dois me battre pour le développement de mon département. Ça, je parle en termes d'infrastructure. Et ce que le DICAP vient de dire est vrai concernant les infrastructures. Maintenant, même le problème, en fait, plusieurs problèmes qu'on relevait dernièrement, toujours sur ce plateau, on parle des hôpitaux, plateaux techniques et tout ça. Lorsqu'on est membre du gouvernement, il faut prendre ses responsabilités, savoir qu'on est là pour travailler. Également, il faut penser que je viens de quelque part, c'est-à-dire, si je ne développe pas là-bas, comment les populations vont me prendre? Donc l'exemple Ngano Djoumessi est un très bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple. Concernant, oui, c'est un très bon exemple. Maintenant, de l'autre côté, Jean-Jacques, dans un pays, je pense que dans un pays sérieux, on devait limoger le DICAP parce qu'il a dérapé. Il a bien commencé, il dérape. Il dérape à quel niveau? Le DICAP a dit plus haut ce que plusieurs administrations font plus bas. Jean-Jacques, l'administration publique est devenue l'administration privée. Et c'était sur ce même plateau que je disais, pour travailler à l'Assemblée nationale, lorsque tu déposes ton dossier, s'il n'y a pas là, Diarouna, ceci, cela, tu ne peux pas passer, Jean-Jacques. Et il est inadmissible qu'un haut responsable de l'Assemblée nationale déclare qu'il y avait 50, maintenant il y a 2014, 10 ans plus tard, il y a 300. Et il est fier. Il a été applaudi. Oui, il est fier. Jean-Jacques, vous voyez, ce n'est pas bien. Moi, je pense qu'il doit être limogé. Et c'est un monsieur qu'on a limogé à 17h, on l'a réhabilité à 20h. Et Jean-Jacques, c'est un pouvoir surnaturel. Il est puissant. Jean-Jacques, est-ce que tu sais, dans les administrations camerounaises, il y en a plusieurs ministères. Vous arrivez là-bas, arrivez au ministère de l'enseignement secondaire, vous allez voir. Les anglophones ont envahi. Arrivé même au ministère de la Santé, vous allez voir, ça se passe partout. Sauf que le DICAP, ce qui fait problème aujourd'hui, c'est parce que le DICAP est venu parler. Il a dit ça en direct. Et les gens se fâchent. Non, c'est ce qui se passe, c'est la réalité du Cameroun. On donne le travail aux frères. On ne donne plus le travail par la compétence. Et c'est ce qui cause l'inefficacité dans les administrations publiques. Vous allez voir, rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'on prend, quand tu prends ton frère, pour venir travailler, ton frère qui est d'abord feignant, il sera inefficace, il ne va rien faire. Il sait que tu es son grand frère, c'est la famille. Il n'y aura même pas d'innovation. D'accord. Donc il y a du bon et du mauvais dans cette sortie du créateur. Il y a du bon et du mauvais. Du cabinet du président de l'Assemblée nationale. Bonsoir Jean-Jacques. C'est Roméo Ndal depuis Doumé. On salue les populations de Doumé, donc Madame le maire de ce côté-là. Très bon panel du grand soir. Le discours du directeur du cabinet du PAN est entaché d'ambiguïté. Il est même inopportun en cette période électorale. Il s'adresse au gouverneur avec condescendance. C'est inadmissible. Très mauvais discours. Simon Metsenge, vous avez écouté le dire-cap du président de l'Assemblée nationale. Y a-t-il du bon ou tout est mauvais? Vous savez, la communication en public est parfois difficile. Et donc, de ce fait, moi, je ne suis pas dans la flagellation. Je circoncis le contexte. Dans quel contexte le discours a été dit et où est-ce qu'il a été dit? Ça a toujours été ça le problème, parce que en réalité, on veut déporter un discours localisé vers
pour une aisance nationale. Moi, je crois que beaucoup d'entre nous le faisons lorsqu'on rentre à la base. Il est dans sa base électorale et il tient un discours qui est un discours propagandiste. C'est-à-dire qu'il exagère un peu pour montrer qu'un certain nombre de choses ont été faites et que de ce fait, il faut continuer dans cette logique-là, mais il... Et que ça devait rester là-bas. Attendez, moi, je sais qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que les personnes de l'extrême nord. Moi, j'ai mon ami Ekema. Il a dénombré 300. Je voudrais dire que... Il a dénombré 300. Je voudrais dire ceci. C'est le recruteur, hein? Non. Il a trouvé 50, il a 300. Parce que ça avait parlé depuis 92. Vous savez, il y a un an aujourd'hui, effectivement, le camarade Boukar a fait également les choux gras de la presse, avec des sorties qui étaient effectivement ambiguës. Seulement, quand j'ai fait une enquête de ce côté, moins de 10% de personnes qui travaillent à l'Assemblée nationale sont ressortissants de l'extrême nord. Donc il allait tromper ça. Je voudrais dire moins de 10%. Parce que j'ai fait ce travail avec le CELCOM et Kema, avec qui on a essayé de se rendre compte qu'effectivement, toutes les représentativités nationales sont à l'Assemblée nationale. Maintenant, c'est pour ça que je dis, il est dans la campagne. Dans la campagne, il y a ce qu'on appelle la propagande. Moi, ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'il... Vous êtes en train de dire qu'il n'a pas dit la vérité à ses frères. Je suis en train de dire que... Contrairement je suis en train de dire ceci. Non, je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire qu'il est dans la propagande. Il peut avoir des exagérations. Il est clair qu'il y a les 10 fils du 71 qui travaillent là-bas, ça c'est clair et net. Mais il n'y a pas que les 10 fils. Il y en a d'autres qui travaillent là-bas, qui ne sont pas de l'extrême nord, qui ne sont pas du nord, qui sont même de partout. Ce qu'il faut noter ici, c'est, premièrement, il a reconnu que le président de la République n'est pas le problème. Et donc, le problème vient d'ailleurs. Premièrement, il parle des cadrages budgétaires. Comment est-ce que c'est réparti? C'est ce qu'il dit. Il vous dit que, effectivement, ce n'est pas le président de la République qui fait je voudrais dire quoi, qui élabore, qui prépare les budgets ministériels. Chaque ministère élabore et au niveau du premier ministère, il y a une consolidation. Ce qui se passe, ça veut dire que comment est-ce que les ministres font pour ne pas mettre certains projets prioritaires dans le pipe? Donc, il est dans le fond. Et je crois qu'on appelle ça une correction fraternelle. Ça veut dire que en famille, on se dit, bon, ça a marché. Ça, par contre, ça n'a pas marché. Il faut qu'on accélère. On a pourtant les moyens de le faire. Et le chef de l'État nous a donné les moyens de le faire. C'est ça une question. Mais ce dont je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que les ministres ne sont pas des ministres d'une région. Ce sont des ministres Et là, tu n'es pas d'accord également avec Bertrand. De la République. Oui. Et je dois dire une chose. Les 10 442 km de routes bitumées que nous avons ne sont pas seulement à l'ouest. Il me semble même que l'Ouest n'est pas la région la plus lotie en termes de route. C'est faut le dire. C'est même pas la deuxième région la plus lotie en termes de route. La plus lotie, c'est la première région la plus lotie, c'est au centre. Ah oui. Donc, il faut qu'on se dise des vérités. Et c'est pour ça que je dis que moi, je pense dans la logique de la propagande. Mais il faut dire, dans cette propagande-là, il y a quand même des cadrages à faire. Nous sommes dans un pays multiculturel. Nous revendiquons notre mosaïque culturelle comme étant un legs national. Et le communautarisme ou les replis identitaires sont extrêmement nocifs pour la construction d'un État-nation comme le nôtre. C'est dans ce sens que nous, les leaders d'opinion, devons faire attention. Oui. Surtout que nous sommes dans une logique où, à cause des, ou du moins grâce au TIC, nous sommes dans un monde planétaire. Ce que vous dites à Maïdougouri peut se retrouver à Washington. À la même minute. À la même minute. Oui. Donc il faut qu'on soit... Et c'est peut-être pour cela que vous voyez, le président de la République ne parle pas n'importe comment. Il prend du temps pour parler parce qu'il sait très bien qu'un mot sorti peut avoir des catastrophes. Et donc je crois qu'en ce moment, nous devons faire très attention à cela. Mais ce qu'il faut noter, moi ce que j'ai dû noter de ce discours, c'est deux choses. C'est que premièrement, nous devons mouiller le maillot. Ce n'est pas parce que
le peuple nous fait confiance, que nous devons dormir sur nos lauriers. Parce que si le peuple se plaint, et le peuple doit se plaindre, nous avons le devoir de ne pas dormir et de continuer à travailler. Maintenant, de dire que oui, nous n'avons peur de rien, c'est ce qu'il a dit. Le RDPC n'a peur de rien, nous sommes sereins. Nous savons que notre bilan parle de lui-même. Ce n'est pas pour dire que c'est le paradis, mais c'est pour dire que de façon réaliste, nous avons mouillé le maillot. Mais il faut continuer. D'accord. Il faut continuer et ça doit continuer de plus belle. Bonsoir JZ, il y a tout le panel. Nous sommes arrivés là où il fallait. La bataille de positionnement est déjà là, mais comprenons que les dupes dans cette affaire, c'est le peuple amorphe que nous sommes. Et nous autres comprenons que le RDPC a tué ce pays. Gaston Momasso, qu'on salue, merci pour la contribution pour ce programme. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Je salue votre plateau. L'Odile Cap du Pan dit tout haut ce qui se pratique partout dans le pays. Ne pas le reconnaître, c'est être de mauvaise foi. Au Cameroun, le tribalisme d'État est consacré à tous les niveaux. Monsieur Sim Jean, qui envoie sa participation. Bonsoir le plateau. Je vous jure, le Cameroun énerve. Ouais, bon, il faut commencer le message comme ça, hein, en pleine soirée. Le Cameroun énerve tellement que seul le nom Cameroun est capable de donner l'AVC à un homme dialogue continent. On bavarde chaque jour, rien ne change, que les gens laissent Paul Biya tranquille. Il a placé des gens, mais ces gens n'ont rien fait. En 43 ans, vous pensez qu'un nouveau mandat va changer quoi? Pardon, que Paul Biya soit là ou pas, ça ne changera rien avec les mêmes têtes qui se trouvent à la tête de nos administrations publiques. Vous n'avez pas signé votre message. Je comprends que vous soyez en colère, mais il faut signer le message. Hein. Bonsoir Jean-Jacques Zé. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, c'est quel poste dans le gouvernement? Merci. C'est Martin Samy, depuis éleveur du côté de Yaoundé. On va en parler justement de la qualité de celui qui a tenu ce discours-là et dans quelles circonstances. Bonsoir Info TV. Je suis Nguélé, je suis de l'extrême nord. Si les élites du Grand Nord sont conscientes que Biya nous a donné beaucoup, donné, et que nous, les nordistes, n'avons pas reçu, cela veut dire que ce sont eux-mêmes. Et pourquoi le président continue à envoyer les mêmes valeurs qui sont en train de salir son image? Interroge cet autre message qui n'est pas signé. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Dans l'administration, on ne travaille pas ni pour sa famille, sa tribu, ni pour sa région, car on forme le collectif national. Si le directeur du cabinet est dangereux pour la République, est-ce que chaque ministère doit être représenté par un ressortissant local? Quand on est en administration, on travaille pour la nation et pour sa région. Il est en train de se foutre de ses parents. Voilà, je n'ai pas compris la suite. Amara, depuis Abidjan, on a compris l'essentiel. Ne soyez pas aussi en colère, parce que quand le clavier commence à jouer des tours, c'est qu'il y avait un peu de colère également. Bonsoir Jean-Jacques, très bonne émission. Voilà un exemple palpable de discours de haine, discours de séparation, discours de tribalisme d'État avec beaucoup d'autorité venant du RDPC et non de l'opposition, ni de Kamto. Tu fais la différence entre l'opposition et Kamto? On attend la répression du Moulinex. Vous comprenez à la limite que le RDPC prépare techniquement. Non, il ne s'agit pas de ça. Ils sont en train de réussir. Achille depuis Malabo. Achille, on n'utilise pas. C'est un thème dans la causerie familiale du soir que constitue le grand soir. Monsieur Essongué, vous avez écouté le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Vous notez quoi de bon ou d'ajouter dans cette affaire? Alors, j'ai écouté un bourgeois qui parle. Un bourgeois. J'ai écouté un bourgeois qui a réussi, il est tranquille, les peinards. Tout à fait. 3 fois par les jour. peinards. Tout à fait. Il mange 3 fois par jour. Il peut se permettre certains plaisirs, un certain luxe. Mais pendant qu'il est en train de le dire, il est bien conscient que à quelques kilomètres de là, parce qu'il a dit à Marois, je pense bien, quelques kilomètres de là, dans le département du Mao-Sava par exemple, il y a des gens qui la nuit tombée ne pourront pas dormir dans leur village parce qu'il faut aller dormir dans des montagnes pour échapper à des potentiels hors-la-loi terroristes qui pourraient entrer dans le village parce qu'ils cherchent à se ravitailler et à enlever des gens. D'accord, ça il le sait. Pendant qu'il dit ça, il sait qu'il y a des endroits justement dans cette région-là
qui sont menacés actuellement par les eaux. C'est-à-dire on peut se retrouver encore, comme l'année dernière, avec tout un département sous les eaux, avec toutes les conséquences que cela comporte. Mais il dit, Biya nous a tout donné. Mais sauf que, mais où est-ce que Biya a donné à cette région-là, sa région principalement? Il parle de cette route. Il tire sur son camarade, qui est originaire de la même région que lui, qui est son camarade de parti, mais il oublie aussi de dire quand même que derrière, il faut la volonté politique. Mais vous pensez que le ministre dont il parle va se lever un matin et va dire « Ok, moi, je prends, il faut faire cette route, je vais l'inscrire, je vais faire ci, je vais faire ça. » Il faut de l'argent. De l'argent que nous devons aller chercher à l'extérieur. Mais l'a-t-il quand même inscrit? J'en arrive. Il faut aller chercher cet argent. Encore qu'il faut même qu'il soit habilité à pouvoir le faire. Maintenant, est-ce qu'il est en train de nous dire que son camarade de parti qui est ministre avait la possibilité de le faire et ne l'a pas fait? Ça rejoint la question que beaucoup de personnes se posent dans le Septentrion. C'est sur la volonté réelle de l'élite du Septentrion de se battre pour que le Septentrion puisse avancer et sortir du marasme dans lequel il est plongé. Je suis Camerounais, je suis originaire du département du Mungo, mais je vis dans le Grand Nord. Et j'ai sillonné les 3 régions du Grand Nord. On peut dire ce qu'on veut, mais il faut accepter une vérité. C'est que ces 3 régions avec un potentiel énorme, mais malheureusement, il n'y a pas une volonté politique réelle de développer le Grand Nord. Et l'élite du Grand Nord ne contribue pas réellement. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour, cette élite-là est critiquée par les fils du Grand Nord. Quand lui le dit... Issa Tiroma l'a fait. Il a critiqué le grand. Mais il le fait à quel moment? Il le fait à quel moment? Mais il l'a fait quand même aussi. Il le fait à quel moment? Peut-être, je vous le concède. Lui, le DIRCAP, il dit que 300 jeunes, 300 personnes en tout cas ont été recrutées à l'Assemblée nationale. Il se bombe le torse. Mais dans les 300 là, si vous regardez bien, la plupart ce sont des jeunes qui viennent de son secteur, de sa localité à lui. C'est ça. Ça, il ne le dira pas. Il ne le dira jamais. Mais il est en mesure de faire recruter 300 personnes qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. D'accord. Ça veut dire que s'il y a un autre DIRCAP qui vient avec un autre président, il fera aussi recruter d'autres personnes. Mais si tout le monde fonctionne comme ça, sur la base de la fibre identitaire ou ethnique ou bien régionale, on ne va jamais s'en sortir. Ça ne peut même pas être un élément qu'il met en avant jusqu'à se bomber le torse. C'est incroyable que ça vienne même justement mais de quelqu'un quand même qui travaille auprès d'une personnalité de ce pays, qui est le président de l'Assemblée nationale. Moi, est-ce que le président de l'Assemblée nationale, qui est son patron, a déjà un jour interpellé justement le ministre pour lui dire, pour lui demander, puisque les députés sont, ces ministres viennent tout le temps à l'Assemblée, pour lui demander que, mais pourquoi est-ce que cette route-là n'est pas inscrite dans l'agenda des projets à exécuter par votre ministère? Vous voyez à quel moment est-ce qu'on nous dit que okay, les chantiers seront lancés. Mais il y a eu combien d'annonces de ce genre-là? Combien d'annonces? Alors, mais vous n'êtes pas quand même en train de décrire le Grand Nord comme un désert total, comme s'il n'y avait aucune réalisation. Non. Jean-Jacques, juste une réaction, oui. C'est pour ça que je crois que ce discours aussi est un discours assez dangereux. Quand vous voulez parler de 3 régions, il faut faire l'état des lieux de là où on sort. D'où nous venons à l'extrême nord, au nord et à la Damawa. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons, et c'est ça qui est à l'origine même des frustrations des populations, parce qu'on leur tient un discours, leur faisant comprendre que rien n'est fait. Et ça exacerbe des tensions. Mais quand on sait très bien que, par exemple, pour le cas du septennat, on a fait pratiquement 2000 km de route. Et ces 2000 km de route, demandez combien ont été faits à l'extrême nord, combien au nord, combien à la Damawa. Il y a une péréquation qui se fait dans les 10 régions. Nous avons un développement horizontal. Nous avons 7 000 milliards de francs CFA de budget. Vous divisez par 10. Pour tous les domaines, vous avez 700 milliards de francs CFA par région.
Donc, ce qu'il faut tenir, c'est pour ça que je tiens à souvent exhorter les leaders d'opinion à tenir un discours responsable. Ce que nous disons, la route par exemple, Mora, la fameuse route. Oui. Mora, Marwa, elle est goudronnée. Elle est goudronnée. Très bien. Il y a d'autres routes comme ça qui sont goudronnées. Écoutez, Gawangandere est lancé parce qu'il y avait les financements qu'il fallait. C'est ça le problème. Le problème, c'est que vous dites combien de temps il faut les financements. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'écoute pas les autres. On cherche à les flageller. Il y a un problème de financement. Le président le disait. Il disait que je crois que c'était quand il était aux États-Unis en 2022, il disait devant les hommes d'affaires que le type de crédit qu'on donne au pays du Sud n'est pas bon. Vous contractez une dette et avant même qu'on ait commencé à utiliser la dette, qu'on vous demande déjà des intérêts. Et donc, on ne peut pas se permettre d'aller au-delà de nos compétences. Donc, on fait avec les moyens que nous avons, mais nous avançons. Et il y a des routes qui sont faites, nous avons 121 000 kilomètres de routes linéaires. Linéaires, ça veut dire que c'est donc des routes recensées effectivement par le ministère de l'économie et de la planification des territoires. Donc le MINEPA, donc le camarade à la mine gère. Tout à fait. Maintenant, progressivement, en fonction des priorités, on va étape par étape. Le Premier ministre va demain à Babadjou pour inaugurer une route. Babadjou, je crois que c'est Babadjou Makazem. Cette route-là. Non, écoutez, je parle partout. Comme vous dire que vraiment, il faut qu'on tienne un discours raisonnable. Sinon, on va exacerber les tensions. Pourtant, on sait très bien que nous n'avons pas les moyens de faire tout ça. Permettez qu'on accueille Dr Armand Ngaketia. On va s'habituer à ce nom. Bonsoir et bienvenue. Monsieur Jean-Jacques Zé. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le coordinateur national de NFC. Dites-nous, il s'agit de quoi? Alors la NFC, bonsoir, chers copanélistes. La NFC, c'est la nouvelle force politique. C'est la troisième voie au Cameroun. La troisième voie. La troisième voie. La première voie étant, je parle bien de politique, troisième voie politique au Cameroun. La première voie étant le RDPC, dont le représentant est ici avec ses alliés. La deuxième voie, ce sont les partis classiques de l'opposition. Tout ce que vous avez toujours entendu comme étant des partis qui s'opposent même à l'opposition. La troisième voie est celle des leaders issus de la nouvelle génération. Et quand je parle de nouvelle génération, je ne fais pas allusion à la jeunesse, ni aux jeunes. Il s'agit clairement d'un ensemble de leaders qui sont camerounais, qui ont compris comment fonctionne le Cameroun et qui disent dorénavant, nous voulons générer autre chose, simplement. On a donc eu une autre conférence de presse au Hilton récemment, où on a clairement indiqué quelle était notre vision et nos objectifs. Maintenant, on tend la main à l'ensemble des leaders politiques de l'opposition, donc de la deuxième, comme de la troisième voie, comme de la première voie, parce qu'on veut construire ce pays ensemble. Voilà. On fera un plateau spécial avec vous pour que vous expliquiez davantage quelle est la position de cette troisième voie. La troisième voie a écouté le DIRCAP, qui est de la première voie, le RDPC, et donné sa voix sur ce qui se passe dans le Grand Nord. Vous avez écouté le discours du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Quelle a été votre réaction? J'ai relevé 5 éléments qui nous permettent d'élaborer une discussion. Oui. La première chose, c'est la gestuelle. La gestuelle. On a une intonation, on a une gestuelle qui ramène et qui rappelle le politicien, de manière classique comme on l'a au Cameroun. On regarde une personne qui est dans une position de « je me prépare moi aussi demain à devenir un bon acteur politique ». Dans la gestuelle, dans l'intonation, c'est ce qu'on ressent tout de suite. Et je voudrais dire au président de l'Assemblée nationale qu'il a son dauphin, politiquement parlant. Oui. Alors la deuxième chose que nous relevons dans le discours du DIRCAP, c'est une formule, une phrase. Il a indiqué que Paul Biya nous a tout donné. Je le cite. Oui. Paul Biya nous a tout donné. Effectivement. Et je me suis posé la question de quel nous s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit des citoyens? Et donc, quand on regarde très bien à l'analyse, il s'agit d'un nous, des ministres
du gouvernement, l'ensemble des personnes qui ont toujours été proches de Paul Biya. Mais il y a quelque chose qui est très intéressant dans sa phrase. Paul Biya nous a tout donné. C'est nous le problème. Oui. Je suis d'accord avec lui. Paul Biya a donné pas seulement à ses ministres, pas seulement à ceux qui sont autour de lui. Il a donné également à plusieurs autres Camerounais. Il y en a certains qui ont fait des développements et qui aujourd'hui, on peut observer que ces développements sont utiles aux autres. Il y en a certains qui n'ont pas fait beaucoup de développement et pour lesquels, effectivement, on les regarde, les gens disent, mais ce sont des élites, mais il n'y a pas eu grand-chose. D'ailleurs, il poursuit dans le troisième point. Et là, il évoque le ministre Nganou Djoumessi en parlant de route. Mais ce qui est inquiétant et embêtant dans son discours, c'est qu'il joint Nganou Djoumessi au Bamileke. Oui. Ce qui pour nous est irrecevable et inadmissible pour une communication, qu'elle soit politique ou politicienne. Politicienne, il faut qu'on change ces façons de communiquer. Et le prochain président de la République, que ce soit M. Paul Biya ou qui que ce soit, doit comprendre que l'une des urgences dans ce pays va être de mettre sur la table la question du tribalisme. Quatrième point qui ressort et ça se suit d'ailleurs, vous l'avez mentionné, c'est qu'on avait 50 personnes qui étaient proches ou qui avaient été recrutées, aujourd'hui on en a 300. Ce n'est pas de bonnes choses que les Camerounais veulent écouter. Et si tout le monde faisait comme ça? La dernière chose quand même qui nous a paru assez intéressante dans ce discours, c'est qu'on sent quand même quelqu'un qui veut mettre en place une rupture d'avec ce qui s'est toujours fait en termes de leader, en termes de ceux qui ont toujours été devant. Et ça nous interpelle en tant que nouvelle force politique. Parce que nous voulons composer avec des gens, peu importe leur bord politique, peu importe, mais juste des personnes qui pensent aujourd'hui qu'il faut faire autrement, qu'il faut générer autre chose. Donc voilà pour ma première analyse. D'accord. On prend quelques messages. Bonsoir à vous. Selon moi, il faut qu'à un moment donné, les élites et les hommes d'affaires contribuent au développement des régions. Le Cameroun a beaucoup de militaires. N'attendons pas tous de l'État, tout de l'État, étant donné que nous sommes un pays pauvre et très endetté. Il appelle à la contribution, le développement participatif. Bonsoir à vous. Sur le plateau, je suis Mamoudou, enseignant de mathématiques depuis Pitois à Garoua. Je pense que le DIRCAP a prononcé un discours haineux envers les élites du Grand Nord. Ce qui est bien pour nous, pour les rappeler qu'ils n'ont pas bien travaillé. Mais ce discours peut aussi diviser, dans le sens où ce discours nous dit clairement que chaque élite ou ministre doit se battre uniquement pour sa localité, ce qui n'est pas appréciable pour un DIRCAP du président de l'Assemblée nationale qui devrait être au service de la nation et non au service de sa localité. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Messengue. Le président a été élu sur la base d'un programme. Ceux qui l'ont plébiscité avec 71% des suffrages attendent un bilan chiffré et non des affirmations gratuites. Abo, le Cameroun a un budget de près de 7 000 milliards, un peu plus par an, soit. Combien sont effectivement utilisés quand on sait que plein de gestionnaires se retrouvent finalement au TCS, le tribunal criminel spécial. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques. Vraiment, très bonne émission. Mais toutefois, dites à mon frère et camarade du RDPC, c'est votre camarade, que le directeur du cabinet du PAN n'est pas fou. À un moment, lorsque les populations de votre localité croupissent dans la pauvreté et qu'elles vous regardent, vous, en tant qu'élite de leur localité, à un moment, vous êtes parfois contraint à rompre le contrat et dire la vérité. Donc, ce monsieur n'est pas fou. Merci, bien et bonne émission. Majesté Martin Daniel depuis Créby, qui donne également son regard. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques, le DIRCAP ne dit rien de mauvais. Tes invités sont hypocrites. D'accord. Toutes les institutions du Cameroun fonctionnent ainsi. Même les entreprises privées fonctionnent ainsi. Tout le monde utilise sa position pour recruter ses frères. Les Camerounais sont très défaillants. Tout on accuse Paul Biya
Si tu es né laid, on dit que c'est Paul Biya. Les élites n'ont rien fait, c'est Paul Biya. Les élites du contrée doivent travailler, des contrées doivent travailler. Exemple, les élites de l'Ouest travaillent plus que les autres travaillent aussi. Joseph de Kribi qui appelle l'élite à mettre la main dans la pâte. Bonsoir mon grand, toujours sapé comme jamais, c'est ça, c'est ça. Concernant le sujet, le président de la République, son excellence Paul Biya, a tout donné au peuple camerounais. En revanche, les ministres ont pillé le pays avec les détournements des deniers publics. Tous ces ministres sont des chefs d'entreprise. Si jamais le patriarche reprend ces élections, il y aura un remaniement ministériel et ces ministres répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Courage à vous, JZ, Clovis Emmanuel depuis Tchang. Est-ce que le DIRCAB ne répond pas, si on se plonge dans l'actualité, à ce que laisse entendre l'UNDP ou le FSNC, finalement, que Bello et Tiroma n'ont pas de bilan en tant que ministre à donner, parce que c'est le président qui décide de tout, qui aurait en tout. Est-ce qu'il n'est pas en train de dire que non, il faut que ceux qui ont eu des responsabilités puissent répondre? Bah, écoutez, ce n'est pas à lui, DIRCAB, de demander à Bello ou à Tiroma de venir présenter... Un citoyen, non. Les autres, non. Non, non. Ce n'est pas... Ce n'est pas à lui, DIRCAB, de demander à Bello ou à Tiroma. Parce qu'on pourrait aussi demander à son patron. Qui est encore là. Qui est encore là. Donc, voilà. Alors, il peut défendre sa chapelle, il peut défendre son idéologie, mais moi, je le dis, ce qu'il a dit est irresponsable. Pour le cas de dire des ministres qui doivent assumer les responsabilités est irresponsable. Comment est-ce qu'il se serait irresponsable? Non, on a dédouané les ministres finalement. Non, je dis ce qu'il a dit, pour moi, ce qu'il a dit concernant notamment le nombre de personnes recrutées. Ça, c'est irresponsable. On a compris. Oui. D'accord. Maintenant... Sauf que c'est un héros au village. Quand tu dis que c'est pas le célèbre, on le célèbre là-bas. Ceux qui le célèbrent savent pourquoi ils le célèbrent. Maintenant, le bilan. Maintenant, c'est pour dormir à l'Assemblée. Oui, c'est que lui, il veut défendre. Ce que lui, il veut défendre n'engage que lui. Et ça me permet de répondre. Vous voulez dire qu'il n'a aucune qualité? Je réponds justement à ce que Simon. M. Simon disait tout à l'heure. Écoutez, on peut discuter, si vous voulez, toute la soirée sur ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait à l'extrême nord. Mais vous n'enlèverez jamais le sentiment qui est celui de la grande majorité de population de l'extrême nord qu'il y a encore beaucoup à faire. Et c'est légitime de le penser. Comme à l'Est, hein? Il n'y a pas que l'extrême nord. Non, et c'est non. On va prendre les haut-parleurs. Si tu permets, puisqu'on c'est parce que justement on parle de cette cas à Libongo, à Minduru, à Salapumbe. On dit que mais c'est encore que là-bas c'est une zone d'affectation punitive. Vous quittez de Mora pour arriver à Kousseri, passant par Dabanga avec la peur au ventre de vous faire enlever. Encore que vous arrivez à Dabanga quand il est 17 ans. Non, on vous dit que vous ne pouvez plus passer. Ou alors vous rentrez de Kousseri, vous arrivez à l'entrée de Ouaza, il est 17 h, vous restez. Je parle parce que moi, on a reçu le maire de Touboro ici, qui est de l'opposition, qui a salué les efforts du gouvernement. Vous ne m'avez pas questionné sur ce qui a été fait. Moi, je parle de ce qui reste à faire. En tant que citoyen, vous ne pouvez pas m'en vouloir de dire que si ce citoyen ne reconnaît pas que les coupeurs de route doivent reculer au Cameroun, il y a quand même un problème. Oui. Je n'en suis pas là. Je n'en suis pas là, Jean-Jacques. Moi, je maintiens qu'il y a beaucoup à faire. On est d'accord là-dessus. C'est légitime de demander cela. Mais vous voulez poser la même question. Est-ce qu'il n'est pas en train de répondre à ceux qui veulent dire qu'un ministre n'a pas de bilan à défendre? Bertrand. Jean-Jacques, un ministre a un bilan à défendre. Jean-Jacques. Et pour une parenthèse, Jean-Jacques, en 2020, lors du décès de mon papa, je suis allé à l'enterrement. J'ai regardé la route de mon village. Dans le Yon Ekele? Oui, dans le Yon Ekele. D'accord. La route de mon village, j'ai regardé, j'ai dit, ouais, le jour où je serai ministre, je vais arranger cette route-là. Oui. Et moi, je vais faire cela, Jean-Jacques, lorsque je serai ministre. Donc, ce que le DIRCAB dit, d'un côté est vrai. Les ministres doivent travailler. Jean-Jacques, aujourd'hui, je suis ministre de la République et je ne développe pas. C'est vrai, je dois travailler pour le Cameroun en général, mais je dois également penser à développer ma localité, puisque je reviendrai vers cette même population
leur dit que votez pour Paul Biya. Et les populations attendent le développement. Non, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui on va tirer sur Boucar. C'est vrai qu'il ne maîtrise pas le langage comme... comme Simon. Oui, comme il disait tout à l'heure. Oui, exactement. Il ne maîtrise pas ce langage, c'est sa manière de parler qui a peut-être dérangé, mais il veut faire ressortir. Il y a un fond. La forme peut être critiquable, mais il y a un fond. Il y a un fond. Et lorsqu'il dit que le président de la République a tout donné, c'est vrai. Le président a donné. Mais maintenant, il dit, c'est nous le problème. Nous, c'est nous, mais pour qui? Les élites. Il s'adresse aux élites. Et lorsqu'il parle de Nganou Djoumessi, il parle de la route. Nganou Djoumessi occupait le poste de ministre de l'économie. Et c'est ce même poste-là que Alamine occupe. Il dit donc, mais comment? Quand Nganou était là, Nganou a fait. Mais pourquoi notre frère Alamine est là? Lui ne fait rien. Ça veut dire que c'est Alamine le problème. Mais moi... Il a un peu... Il a recruté 300 personnes. Non, je ne suis pas au niveau des recrutements de 300 personnes. Tu veux bien, c'est vrai. Je dis encore, mon frère, si tu es ministre et que tu dois retourner, tu ne fais rien pour ta localité. Mais tu penses qu'on va encore t'accorder les suffrages là-bas? On ne va rien te donner. Donc, tu travailles pour le Cameroun en général, mais également pense aussi à développer ta localité. Mon seul problème, Jean-Jacques, c'est sur les recrutements. C'est sur les recrutements, c'est-à-dire... que son point fort est votre problème. Oui, parce qu'il présente les recrutements comme un acte que lui, il a réussi à faire. Seul problème, et que les autres n'ont pas pu faire. Mon seul problème, c'est sur les recrutements. D'accord. C'est-à-dire, c'est le népotisme. Ce qu'il fait là. C'est là mon seul problème. Et associer les affaires de Bamleke à la route, moi, en fait, il faut éviter ces affaires de Bamleke, d'halogène. Comme j'ai vu un député, en fait, une sénatrice dit dernièrement qu'il faut chasser les halogènes si le RDP se perd. Elle a démenti, elle a restitué sa pensée véritable. Je pense que lorsque le DICAP s'adresse aux populations, il faut prendre ce qui est bien. Et il faut faire des critiques. Donc, vous rejetez la forme, mais dans le fond... Oui, mais dans le fond, il y a quelque chose qui veut ressortir. Est-ce que ce discours peut être tenu par une autre élite dans une autre région et ne pas être critiqué comme vous l'avez fait, Norbert Olivier Boni? Jean-Jacques, que ça se tienne dans l'extrême nord, le grand centre, l'est chez vous ou à l'ouest, on va sortir le même tomahawk comme qui dirait. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous donne les statistiques de l'Institut national de la statistique, c'est mon frère Métiengue qui aime ressortir les chiffres, vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes au chômage. Et en 2011, le très sérieux journal Jeune Afrique avait titré « Cameroun péril jeune ». Quand les jeunes ne sont pas occupés, ils deviennent très dangereux, Jean-Jacques. Il y a des quartiers, même ici à Yaoundé. Donc vous n'accepterez pas qu'un ressortissant d'une autre région dise que c'est nous le problème et non Paul Biya? Non, je dis, je ne souhaite pas qu'un ressortissant de quelconque région vienne se bomber le torse et parle de manière condescendante. Sur cet aspect, on a compris. Si vous arrêtez sur cet aspect, on ne va pas avancer. Mais je crois que ceux qui tiennent ce discours se comportent un peu comme ce gardien de but qui a pris 5 buts et il se retrouve à la fin du match, il devient avant-centre. Donc, il dit advienne que pourra. Donc, je ne vais pas attaquer, peu importe le nombre de buts, puisqu'il a fallu que Tiroma fasse une sortie au vitriol. Que tel fasse une sortie pour trouver dans une tribune et leur répondre. Donc, comme quoi, qu'on soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, on a tous gâté. Nous sommes tous comptables du bilan quelque peu diabolique des 43 ans. Donc, il est question aujourd'hui de rattraper cela parce que cette sortie du DIRCAB intervient au lendemain du flop sur la mobilisation des 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya. Et où oui, il y a eu un flop. On a même vu des reportages où les enfants brandissaient les billets de 500. Oui. Pour dire qu'on les a mobilisés à coup de billets de banque. Le confrère parlait tout à l'heure de la sécurité. Quand mon frère parle de 120 000 km de route bitumée, est-ce qu'il vient nous lire ce que la revue des routes du ministère des Travaux vous présente? Vous avez notre chiffre? Je n'ai pas le même chiffre. Je n'ai pas le même chiffre. Il faut avoir un autre. Mais quand nous sillonnons le Cameroun, Jean-Jacques, moi j'ai séjourné dans la région de l'extrême nord. Oui. Quand vous prenez seulement l'axe Ngaoundé Garoua, vous faites 10 heures. Là où les gens vous disent qu'ils faisaient 3 heures hier. On est d'accord que cette route-là est régulée. Nous, on veut dire que face à un chiffre, il faut avoir un autre chiffre qui conteste celui qui a été avancé. Sinon, on fera dans le populisme. Non, je ne fais pas dans le populisme, Jean-Jacques. Mais j'ai dit
Je me serais attendu que le frère même entre ici dans ce mais la question, avec la touche, parce qu'il est plus avocat que journaliste. La question, c'était de savoir si une autre élite dans une autre région peut dire là-bas que la faute c'est à nous, on n'a rien fait en tant qu'élite. Est-ce que c'est recevable si ça venait d'une autre région et d'une autre élite? Jean-Jacques, je maintiens ma position, que ce soit dans l'extrême nord ou dans les autres régions, oui. J'ai dit c'est irrecevable. On ne dédouane pas l'élite, on dédouane l'élite. Non, on ne dédouane personne. J'ai pas compris. J'ai dit que ce soit dans l'extrême nord ou dans le grand sud, centre, est, et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est trop facile de venir dire que non, on nous a tout donné. Mais quand nous avions même ces leviers, quand vont nous faire pour qu'on retienne de nous celui qui a fait ci, qui a fait ça. On a souvent vu des routes construites, on a vu des édifices. Ici, on vous dira que c'est le village de tel. Quand vous allez dans une localité, vous identifiez, vous gardez un souvenir à partir de ce que vous avez vu là-bas comme réalisation. Alors, on aime quand même quand on célèbre une élite, on dit qu'il suffit que un plancton ajoute Linga sur Kondo Linga pour que le pont se retrouve du côté de la Kondo Linga. Et c'est un héros de ce côté-là. Docteur. Je ne suis pas le journaliste, mais je suis toujours aimé et habitué à vouloir poser quelques questions pour discuter. Oui, ça fait partie de la discussion. Qui construit les routes dans un pays comme le Cameroun, ou bien globalement, qui construit les routes? C'est l'État, on va le dire ainsi. C'est l'État. Oui. Non. Ok, je vais le dire autrement. Qui est la personne qui fait la route? Moi, je parle terre à terre. Oui. Je ne vais pas être loin. On veut comprendre. Qui est la personne qui fait la route, qui bitume, qui organise des équipes, tout ça, qui fait la route? C'est qui? Au Cameroun, l'État, c'est le ministère des Travaux publics. Bon, alors je vais dire autrement que, en fait, ce sont les entrepreneurs qui sont responsables pour nous produire des routes de qualité. Ce sont des ingénieurs qui, non seulement, on suppose, donc on présume qu'ils ont fait des études, on présume qu'ils sont à la pointe de l'innovation, qu'ils comprennent les différents matériaux et qu'ils sont dans un environnement, ils comprennent très bien comment est-ce qu'on peut réussir à faire une route correctement, de sorte qu'elle soit capable de durer telle année. De l'autre côté, il y a des actionnaires. Donc, il y a le gouvernement qui donne une direction, une directive. J'ai besoin d'une route qui va d'ici à là. Il y a souvent ce qu'on appelle les appels. Oui. Il y a des entreprises qui vont soumissionner. Je veux simplement dire ceci. Il y a le gré à gré. Il y a aussi des gré à gré. Il faut que chacun soit responsable dans ce pays. La Troisième République va sanctionner tout le monde. Il faut qu'on s'entende tous là-dessus. C'est très facile. Et nous, les Camerounais, nous sommes champions pour jeter l'opprobre sur ceux qui sont au-dessus de nous. Oui, les ministres, oui, le président, oui, ceci. Tant mieux, ils ont leurs responsabilités. Oui, le pays va comme il va. Le premier responsable, c'est M. Paul Biya. Personne ne va le dire, personne ne dira le contraire. Oui. Il est le premier responsable. Mais à côté de ça, si on s'arrête là, on n'est pas objectif, on n'est pas impartial. Les responsables de la situation du Cameroun, c'est chacun d'entre nous. Je le dis depuis. L'entrepreneur qui va gagner ou même un gré à gré et qui n'est pas conscient que lui-même va rouler sur cette route demain avec son véhicule et qu'il expose sa famille à un accident mortel, ce n'est pas un ministre qui va venir surveiller la conscience de ce monsieur-là. Si chacun, et c'est ça l'objet, et c'est pourquoi nous sommes dans une troisième voie, parce que cette troisième voie annonce une troisième république. Et nous disons clairement que chaque citoyen camerounais va être déterminé à transformer ce pays. Qu'il soit RDPC, Consort, SIF et tous ces pays, y compris l'ANFP avec ses 12 partis, quel que soit, ce n'est pas ça qui transforme le Cameroun. C'est nous. Ce sont nos mentalités. C'est comment nous voulons le Cameroun. Parce que ces entrepreneurs voyagent. Ces entrepreneurs sont aujourd'hui avec des tutoriels sur YouTube. Ils voient comment on fait une route. Pourquoi parfois on doit fermer, on doit bloquer un espace public pour faire une route en 6 mois, un petit tronçon, alors que les Chinois peuvent le faire en 1 heure. Alors qu'on peut fermer la route à partir de 23 h, on annonce 22 h, 23 h, on ferme jusqu'à maximum 4 h, on termine la route. Pourquoi? Parce qu'il faut créer du temps, parce que le temps c'est de l'argent, et donc tout le monde veut s'enrichir. Mais après on met la faute sur qui? C'est le ministre.
je ne suis pas d'accord avec cette approche. Nous sommes tous responsables. Si on veut que ça change, commençons nous-mêmes à changer. On est donc tous responsables, ça on le sait, mais je voudrais revenir à cette, pour contextualiser la sortie du DIRCAP, parce que le discours ambiant depuis que Tiroma et Eblo sont candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'un ministre n'a pas de bilan à proposer. Et lorsque le DIRCAP appelle à la responsabilité de ceux qui ont eu des charges, est-ce qu'il n'est pas en train de répondre à ceux-là qui voulaient dédouaner et qui tentent de dédouaner des ministres? Vous savez, moi je pense que le discours que nous devons tenir aux populations doit être un discours dialectique. Parce que dans mon métier de journaliste, j'étais à Limbé le 31 décembre 2017 et j'ai trouvé une plage pleine de personnes. J'ai eu à interviewer un Espagnol qui me disait que sa représentation a interdit que les gens n'aillent pas là-bas. Et il se demandait comment est-ce que le Cameroun communique mal pour son pays. À qui ça profite de souvent avoir une communication, mais alors totalement apocalyptique. Et j'étais étonné. Je m'attendais à ce qu'il allait me dire, mais rien ne va au Cameroun ici. Je me dis, mais non. C'est terrible. Quand vous le faites, vous empêchez aux investisseurs d'arriver. Parce que tout ce qu'on suit au Cameroun, c'est que, vous voyez, on nous dit, est-ce que la route Ngaoundéré-Garoua ne fonctionne pas? Je vous rappelle une chose, entre Yaoundé et Ngaoundéré, c'est combien de kilomètres? C'est plus de 1000 kilomètres, pratiquement. Vous n'en parlez pas. Ce que vous avez dit que ce qu'on est en train de créer comme, je ne sais pas, on est en train de présenter ça comme étant la chose la plus innommable. C'est 275 km, pratiquement 1800 km. Moi, j'ai fait cette route en 2 jours. Ça veut dire que j'ai dormi en Ngaoundéré, j'ai repris la route. Effectivement, 275 km, c'est pas bon du tout. Et d'ailleurs, ça a commencé. On ne peut pas être en train de flageller un État qui a 63 ans. 63 ans d'âge. Qui aujourd'hui, avec les mêmes pays, les pays de même niveau de développement, parlons de route. La Côte d'Ivoire, c'est 8000 km de route bitumée, 86 000 km de linéaire. Le Cameroun, c'est 10 400. Le Sénégal, c'est 6 000 km de route bitumée. Mais les Camerounais font comme si, en réalité, nous sommes dans l'enfer. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, j'avais fait un papier une fois où je disais « but contre son camp ». Les gens croient que là, nous sommes là. Il faut à chaque fois exacerber. Il y a des difficultés. Tous les pays ont des difficultés. L'extrême nord, c'est, je crois, l'avant-dernière région. Je crois que l'extrême nord a été créé, je crois, en 87. Je crois 87 ou 86, 87. On parle de la première fille du renouveau. Avant, on parlait du Grand Nord. Une seule région. Aujourd'hui, on en a 3 régions. Je vous rappelle que la ville qui a battu le record d'un an sans coupure, c'était Maroua. Parce que là-bas, on allait installer on appelle ça comment, une centrale solaire qui produit 15 mégawatts. Il y a des lestages. Donc, il y a des bons points. Il y a des points. Nous sommes en perpétuelle construction. Mettons les citoyens camerounais dans une logique de continuer à construire leur pays et non de les décourager. Aujourd'hui, hier, on vous disait que 9%, en 82, 9% des populations du Grand Nord étaient scolarisées. 9%. 9%. Aujourd'hui, la région la moins scolarisée à l'extrême nord, 68,5%. On a des docteurs, on a des professeurs qui sortent de partout, qui construisent l'extrême nord, qui construisent le nord et autres. Maintenant, où allons-nous? C'est pour ça qu'on est des PC, on est réaliste. On dit, dans 10 ans, nous devons atteindre l'émergence. L'émergence, c'est quoi? C'est être un nouveau pays industrialisé. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes un pays à revenu intermédiaire. Maintenant, il nous faut quel gap pour arriver? Pour qu'on arrive, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et c'est dans ça que nous devons faire contribuer tous les Camerounais. Le discours que nous tenons aujourd'hui est du genre à décourager tout le monde, à dire c'est fini, j'entends alternance, il y aura ceci, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben non. D'accord. Non que non. D'accord, on va sortir de là. Est-ce que le fond n'est pas une question de planification? Est-ce que ce n'est pas parce que la planification ne porte pas, n'est pas palpable que chacun pense aujourd'hui que je dois me battre pour ma propre région? C'est vrai, Jean-Jacques, mais la planification, comme vous le dites, n'est pas palpable. Parce que si la planification était palpable, on allait mettre toutes les régions et
on n'allait pas voir les problèmes qu'on a là actuellement. Moi, je vous ai pris l'exemple du Nord-Ekele. Quand vous prenez le département du Nord-Ekele, vous venez ici dans le fond, vous voyez que c'est pas la même chose, Jean-Jacques. Donc, si on faisait une planification globale et on intégrait toutes les régions, tous les départements, c'est-à-dire on décide que bon, cette année-ci là, on va s'occuper certainement, avec notre budget, on va s'occuper de telle région l'année prochaine. On fait une prévision sur 5-7 ans même. On ne devrait pas avoir ces problèmes. C'est parce que il y a des gens qui pensent à leur propre région, c'est-à-dire, lorsqu'ils sont aux affaires, c'est ma famille, c'est pour moi, ce n'est que pour moi. C'est pourquoi vous voyez qu'on a ces problèmes aujourd'hui. Et ces ministres, lorsqu'ils arrivent également, ce que le DICAP disait, c'est parce que le DICAP a constaté que certains ministres travaillent, mouillent le maillot, comme lui-même il a dit, mouillent le maillot pour leur région. Et d'autres ne mouillent pas le maillot pour leur région. C'est pourquoi on a tous ces problèmes-là. D'accord. Question de planification, docteur. Est-ce que c'est la planification qui n'a pas répondu aux attentes des Camerounais, au point où chacun cherche à utiliser ses frais pour essayer d'amener le développement dans leur communauté? C'est vrai que l'expression amener ses frais mais c'est une belle expression aussi. Et puis on est dans cette approche. La planification devrait, et un autre sens au niveau de la NFP, devrait passer définitivement, et ça pour la Troisième République, vers le fédéralisme. Il faut refaire la manière dont on a pensé notre État. Nous avons et nous pouvons avoir 4 États fédérés dans ce pays-ci. Le Grand Nord, le Grand Ouest, le Grand Centre et le Grand Littoral. 4. Et donner une autonomie à chaque État. Avec bien sûr un État qui est tout à fait fédéral, un peu le système comme on a au Canada. Ça permettrait que chaque région puisse de manière autonome résoudre ses propres problèmes avec ses propres ressources. Bien entendu en créant un système de compensation pour des régions qui compensation, ont moins de ressources. Un peu ce que d'autres appellent péréquation. Si vous voulez. Parce que sinon, certaines régions vont faire la peine. Nous produisons pratiquement rien. La question de planification, est-ce qu'une bonne planification ne réglerait pas le problème évoqué par le DIRCAP? Oui, ça permettrait de régler ce problème-là, parce que lorsqu'on en arrive à ce que chacun essaye de tirer les ressources pour ramener et aller développer son chez-soi, entre guillemets, ça veut dire que ça pose un problème. Or, il faut réfléchir de manière globale à développer tout le pays. Il ne faut pas se retrouver à un moment donné avec une politique redistributive parce qu'on veut corriger peut-être certaines inégalités, encore que c'est normal lorsqu'un État constate qu'il y a des inégalités de vouloir les corriger. Mais il faut avoir une politique qui permet justement de ne pas créer des inégalités. Des choses se font, c'est clair, mais peut-être pas au rythme que nous, les citoyens, nous souhaitons. Parce que nous pensons... C'est aussi au rythme des moyens aussi. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Oui. Nous pensons que les choses peuvent aller plus vite s'il y a une réelle volonté politique et que tout le monde s'y met. Il ne faut pas occulter cela. La situation dans laquelle, pas seulement la région de l'extrême nord, se trouvent d'autres régions. On est quand même d'accord qu'il y a des responsables qui semblent ne rien faire. Vous avez le directeur du port autonome de Douala qui vous annonce une centrale électrique autonome qui va permettre de régler les problèmes. Il y a des gens qui osent, qui font des choses. D'autres semblent dire que la feuille de route est attendue. Ou bien... il y a des gens qui n'ont justement pas besoin d'être nommés ou d'être ministres pour faire des choses. Localement, on voit des gens qui font des choses. Même dans le Grand Nord, il y a des gens qui font des choses localement. Vous voulez citer les noms comme le DIRCAP l'a fait? Non, non, c'est bon. Non, c'est pas des ministres. C'est pas des ministres. En dehors des universités d'État que vous avez dans les 3 régions septentrionales, les autres établissements où des enfants peuvent poursuivre des études supérieures sont des investissements privés. Oui, des IPES. À Garoua, par exemple, vous avez l'Institut supérieur Yerima Dewa sans publicité. C'est un investissement privé et qui était là avant l'arrivée de l'université. Et qui est derrière le projet? C'est le maire de Pitoa, ancien compagnon de route de Issa Tiroma Bakari, qui s'est détaché tout récemment pour créer Lui, il peut se bomber le torse alors qu'il a fait quelque chose. En fait, il faut encourager justement des gens à faire des choses localement. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'exiger de l'État central, du gouvernement, qu'il y ait quand même une réflexion
pour que les choses soient faites de manière globale et que d'autres ne se sentent pas lésés ou délaissés. C'est ce sentiment-là qui entraîne une certaine frustration et qui parfois, et je veux sortir par là, pousse ceux des régions septentrionales, l'extrême nord par exemple, de dire à un moment donné que, mais attendez, nous sommes oubliés dans cette histoire. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce que le tam-tam du Grand Nord résonne très fort qu'on a l'impression que là-bas, vraiment, ça ne va pas? Ils ont un tam-tam qui semble résonner fort. C'est quoi? Ils utilisent quoi? Les trompettes? Bon, en tout cas... C'est même le Sud, hein, le Sud peut dire la même chose. Hein. Le pays organisateur peut dire la même chose également. Norbert Obodé, la question de la planification. Les plans existaient avant, les plans quinquennaux et autres. On a un système de planification maintenant. C'est Alamine Ousmane Meki à la tête de ce ministère-là. Il a été laminé là. Par son propre camarade. Il a été laminé au passage. Est-ce que ce n'est pas la question de fond, celle de la planification qu'il faut évoquer? Mais Jean-Jacques, il a toujours existé dans ce pays un ministère du plan, mais il y a également le Conseil économique et social qui élabore même les 10 plans quinquennaux. Demandez-moi que fait... D'accord. Là, tu nous as dit. Demandez-moi que fait ce président qui est là depuis 1984. C'est-à-dire qu'on le voit que lors de la cérémonie des vœux. Oui, on le voit lors de la cérémonie des vœux et puis basta. Mais on sait quand même qu'il y a un bâtiment conçu qui a été conçu à hauteur de milliards. Pour faire quoi? Là, il y a toute la question. Maintenant, le Sénat, voilà, vous parlez maintenant de la planification, Jean-Jacques. Et c'est pourquoi j'aimerais écrire au bâtonnier Mba pour qu'on donne la toge à mon frère Metiengue. C'est maître Verger sur ce plateau. Parce que quand il parle de planification, il parle de l'absence d'argent. J'ai regardé seulement la ville de Yaoundé. Pendant 7 ans, on a eu un problème de route. Mais à quelques jours des élections, tout est barré. C'est-à-dire que ceux qui ont veillé... Non, tout est en chantier. Non, tout est barré parce que c'est en chantier. Mon frère parlait tout à l'heure des routes qui peuvent être construites en une nuit. Partout. C'est-à-dire que beaucoup de vos panélistes arrivent en retard ici parce qu'ils n'arrivent pas à circuler dans la ville de Yaoundé. D'où sort donc cet argent à la veille de l'élection? C'est la preuve de ce qu'il y a eu l'argent pendant 7 ans, mais ça ne sortait pas. Le maire de la ville a expliqué. Non, c'est trop facile à les discours. Ne pas le dire ici, c'est pas honnête. Oui, il a quand même expliqué les difficultés qu'ils ont eues pour rassembler ce financement et à quel moment le financement a été obtenu. Il n'y a personne qui donne son argent et ça fait 7 ans. Si il y aura l'argent va rentrer, on ne peut pas garder l'argent des bailleurs de fonds. Et pendant 7 ans, Jean-Jacques, ils sont 14 maires de ville. C'est-à-dire que M. Atanganayon devra délivrer le même discours à Douala, le docteur... l'autre va tenir le même discours. Non, c'est-à-dire que c'est une affaire de volonté, et quelqu'un l'a dit sur le plateau, c'est une affaire de volonté politique. Qui veut peu. Et c'est lui qui a l'habitude de dire sur les plateaux, gouverner, se prévoir. C'est-à-dire qu'on fait quand ça nous profite et on viendra nous dire. Et je vous ai dit que même dans le cas des championnats de vacances, quelqu'un viendra vous dire que depuis que tel est là, il a fait ça parce qu'il veut quérir son électorat. Parce que ça se bouscule de partout. Tout le monde veut glaner le nombre important de voix. Et peut-être... Vraiment, on ne fait pas. Vous parlez. On fait, vous dites que c'est pour avoir les voix. Non, Jean-Jacques ne doit pas souffrir. C'est-à-dire qu'à une bonne période de l'année, on a la veille de vacances. C'est en vacances. On ne va pas les organiser. Hein. J'ai dit donc que Jean-Jacques, on ne doit pas seulement calculer, utiliser ça comme l'appât. C'est-à-dire que on a construit tel nombre d'établissements et vous verrez donc qu'il y a certains établissements, par exemple, lui revient du Grand Nord. J'ai un ami qui est dans l'extrême Nord qui dit que un jour il attendait de dire qu'il est bilingue, il est devenu professeur d'anglais. Alors qu'il était affecté là-bas pour être professeur de français. Un autre jour, il donnait de la physique chimie. Donc, il se retrouve en train de donner 4 à 5 matières parce qu'il n'y a pas d'enseignants. C'est un génie. Mais tous les jours, on crée dans les lycées. On crée les lycées, mais on n'affecte pas la ressource. D'accord, on était sur la planification, on va sortir de ce thème. 2 ou 3 messages avant la réaction de Simon. Bonsoir, le grand soir. Tant que le gouvernement camerounais, dans son entièreté, ne travaillera pas pour l'intérêt général, il y aura toujours mécontentement. Combien de ministres sont-ils par département? Prenons le cas des routes. Quelles sont les sociétés qui contrôlent les travaux de certaines routes pour qu'elles ne se dégradent pas aussi vite que les autres? Il y a des petits jeux dans tout ça. C'est Jean-Paul de Yaoundé qui rejoint un peu docteur sur la conscience des sociétés, des entrepreneurs et autres. Bonsoir, Monsieur Zé. Si les gens de l'Est sont contents de leur situation, jamais. Jamais. Ceux du sous-sol. Laissez les braves gens de l'extrême nord exprimer leur mal-être. Le Cameroun n'est pas un pays. Donc, le Cameroun est percé alors à l'Est.
Comment? On a le sentiment que votre tam-tam est percé, Jean-Jean. Non, le tam-tam qui parle trop fort veut se percer aussi. C'est une partie africaine. Jean-Jacques demande au monsieur du RDPC, c'est depuis quand il a visité la Côte d'Ivoire? La superficie de la Côte d'Ivoire est de 322 452 km². Tous les chefs de département sont reliés par le bitume. Son régime n'a pas connu ce qui était attendu. Quand on a échoué, on assume, c'est humain. Amara, depuis la Côte d'Ivoire, justement, qui vous dit que vraiment vous n'avez pas été là-bas depuis combien de temps? Tous les chefs de département sont reliés par une route bitumée. Bonsoir, c'est 3 depuis Garoua. Le débat n'est pas équilibré. S'il faut parler des routes, inviter aussi les constructeurs de routes. Bah, c'était pas ça le cœur du débat. C'était pas ça le cœur du débat sur le plateau. Pour nous parler des réalités des marchés publics qu'ils gagnent. Nos dirigeants manquent simplement de volonté politique et de vision commune. Actuellement, ils ont activé le mot de flatterie et tromperie à la veille des événements. Tout flatteur, voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne suis pas d'accord avec ce que le monsieur du RDPC dit. Il faut dire des choses telles qu'elles se présentent. Rien ne va dans ce pays. Il est important de dire qu'en toute honnêteté, Félix depuis Douala, moi-même je ne serais pas d'accord avec toi. Félix n'a pas dit que rien ne va dans un pays. Bonjour à vous sur le plateau. Pourquoi invitez-vous les gens du RDPC? Parce qu'ils sont comme vous. Ils ont droit à la parole. Ils ont le droit de donner leur point de vue. Je ne vais pas les museler non plus. Voilà. C'est parce que les agents détournés arrivent dans vos poches et dites au docteur qui parle du fédéralisme, qui ne dit rien de nouveau. Le débat est sur la table depuis 1961. Docteur Lebon, je crois que c'est docteur, j'ai vu un DR. Bonsoir, M. Zé, le DIRCAP a dit ce qui se passe dans notre pays. Ouais. On a pris nos licences d'importation et d'exportation. On a attribué à une certaine ethnie, je crois que c'est ce que vous vouliez dire, vous avez écrit ethnie, au pays aujourd'hui. Pour travailler dans une société, il faut être frère du village. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Il y a quelqu'un qui envoie un message là pour contester ce que Simon vient de dire sur le plateau. C'est pas nouveau aussi. Le linéaire global de route au Cameroun est de 121 km avec seulement 9000 km bitumés. Ça fait moins de 7%. C'est 7%, ça c'est être. Il a dit le linéaire, c'est combien? Le linéaire est de 121 km. 121, non, il n'a pas raison. S'il est dans 121. Non, c'est un gars qui est proche du ministère de l'Intérieur. Voici le document. Voici ce qu'on appelle le document 2025, mesure de la vraisemblance. Et c'est justement cela. On dit que c'est justement cela, la flagellation. On est dans le dénigrement. Le monsieur qui parle de la Côte d'Ivoire n'a pas dit le contraire de ce que j'ai dit. La Côte d'Ivoire a 8000 km de route bitumée sur 86 000 km. Le Cameroun en a 10 000. C'est la vérité. 10 576 Très bien. Donc, je ne vais pas, chacun... Ces chiffres-là sont connus, tout le monde. Voilà, ça veut dire que je ne vais pas entrer là-dedans, ce n'est pas une comparaison entre États. Chaque État sait comment il fait son développement. Ce que je voulais dire ici, quand on parle de planification, la planification entre dans ce qu'on appelle la vision politique. Oui. Et c'est clair. Beaucoup de gens ne se demandent pas comment est-ce que le Cameroun fait pour avoir son budget. L'argent sort d'où? C'est la vision politique. Le RDPC a fait du Cameroun un État libéral. On parle du libéralisme communautaire qui se caractérise sur trois points. Le premier point, c'est un État régulateur démocratique. Deuxième point, la liberté d'entreprendre. Le troisième point, c'est le devoir de solidarité. Mais restons sur les deux premiers points. Le deuxième point, la liberté d'entreprendre. Quand vous regardez le statut budgétaire du Cameroun, 60% vient du fisc et de la douane, collecté sur plus de 444 000 entreprises. C'est ça la vision. On ne fait pas un État avec des vœux pieux. On fait un État sur la base d'une vision et sur la base d'un programme. Et donc, on a souscrit à un développement horizontal. Ça veut dire que la péréquation se fait par région. On est d'accord. Et donc maintenant, c'est les résultats. Maintenant, ces résultats sont bons. Avec les moyens que nous avons.
Ces résultats sont bons avec les moyens que nous avons. D'accord. Davantage, mais est-ce que le besoin est terminé? Non. Il y a davantage du besoin. Et donc, comment est-ce que nous faisons? Il faut un multi-mandat. Non, non, bien sûr. D'accord, d'accord. Bien sûr, il faut un mandat. Pourquoi ce mandat-là? Pourquoi ce mandat? Pourquoi le président national demande ce mandat? Il demande ce mandat parce que... Il a tout fait, non? Non. Grandes ambitions, Non, grandes... non, écoutez, il aura pas les grandes réparation, je vous prends un cas de figure. Les grandes finitions. Je vous prends un cas de figure. Oui. Dans les trois secteurs de notre économie, à savoir le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire, vous allez vous rendre compte que dans le secteur secondaire, qui est la transformation, donc l'industrialisation, aujourd'hui apporte 27%. Simon, on est d'accord pour les chiffres. Non, attendez. Maintenant, attendez, ce n'est pas ces chiffres-là. On a compris l'essentiel. Vous posez une très bonne question. La question que vous posez est celle de le 8e mandat, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ce que je suis en train de dire. Il va poursuivre. En réalité, quand il a dit émergence 2035, ce n'est pas un slogan. Émergence 2035 veut dire nouveau pays industrialisé. Pour y arriver, il faut l'électricité. Non, pour y arriver, il faut que le secteur secondaire soit au moins de 60% sur le budget ou sur le PIB. Donc, de ce fait, voilà donc les éléments qu'il nous faut. D'accord. Et donc, c'est les éléments que vous allez utiliser pendant la campagne électorale. Je voudrais dire, on va passer à la deuxième thématique. Candidat consensuel, Issa Tiroma, le choix divise-t-il? Est-ce que c'est le nom Issa Tiroma qui fait problème ou c'est la procédure utilisée par ceux qui l'ont investi comme candidat consensuel? Mais avant cela, il faut également reconnaître qu'il y a des régions où on est totalement paresseux. Vous arrivez dans une région où vous ne trouverez même pas une boulangerie qui appartient à un natif de cette région-là. Vous voyez des régions où tout le monde veut être fonctionnaire. On n'a rien fait pour encourager l'entrepreneur local. À l'est, le sud, on est tous là, on veut être nommés. Mais c'est également des faiblesses qu'il faut reconnaître à l'élite, qui n'a pas fabriqué aussi des champions économiques. Vous avez un seul hôtel à Bomba, vous ne verrez même pas que ça appartient. On en a fabriqué. On en fera un débat. Sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là, on en parlera. Peut-être on va c'est bien, mais c'est des régions où il n'y en a pas. Le docteur Djengema, vous regardez d'une seule boulangerie dans nos villes là, dans certaines régions du Cameroun, c'est bien. Il y a des séries à l'est, difficiles, qui appartiennent à qui? Qui appartiennent aux locaux, bien sûr. Je suis arrivé à Menduka. Ce sont les gens de l'ouest et les nordistes qui sont là-bas. Mais c'est les Camerounais. Ce sont nos frères. Mais ça n'efface pas la question. Quels sont les efforts qu'on a pu mettre en place pour développer davantage. Non, il faut davantage. Il y a même encore un autre problème. Si vous on est sur Issa Tiroma maintenant. Une minute, Jean-Jacques. Si vous arrivez à Ezeka, lorsque les musulmans là vont prier, toutes les boutiques sont fermées. Je dis toutes les gens sont paralysés. Oui, la ville est paralysée. La ville est paralysée. D'accord. Ce qu'il dit n'est pas méchant. C'est juste pour vous dire ce qui se passe dans ces localités-là. Candidat consensuel, Issa Tiroma divise. Pourquoi il y a cette sorte de levée de bouclier depuis que Anissé Ekane et Njokam Tchameni ont désigné, entre guillemets, Issa Tiroma comme candidat consensuel? L'UNDP a réagi, le PAL a réagi, beaucoup d'autres acteurs directs de cette élection ont réagi. Qu'est-ce qui fait problème, M. Senghel? Alors, je pense qu'on est dans un film, mais visiblement au scénario mal écrit. Film camerounais? Film camerounais, si vous voulez, mais en tout cas... Le canal de movies. le scénario semble avoir visiblement été mal écrit. Ceux qui ne sont pas d'accord estiment que dans la façon de faire, dans la manière, ce n'était pas ainsi que ça aurait dû se passer. En même temps, c'est normal, puisque tout le monde l'a dit. Vous avez parlé de l'UNDP qui a réagi à travers un communiqué dans lequel ils ont invité leurs militants à rester soudés derrière leur candidat, à savoir Bello Bouba Maïgari. On a bien vu la sortie également du président par intérim du MRC, Mamadou Mouta, oui, qui a dénoncé justement cette façon de faire. On a lu la réaction de Célestin Bédigui. En tout cas, pour moi, je pense, qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui fait problème? Tout simplement parce que ceux qui estiment qu'il fallait se concerter, il fallait
prendre les avis de tout le monde, mais surtout, il fallait que ce ne soit pas seulement une affaire où deux personnes partent s'asseoir et ils disent que non, c'est celui-ci qui est le candidat consensuel de l'opposition, sans vider les questions de fond. Aujourd'hui, pour moi qui viens de la partie septentrionale, il y a une question qui, un vœu qui revient, que tout le monde, tous ceux en tout cas qui ne sont pas du RDPC ou des partis alliés au RDPC, un vœu qu'ils émettent, c'est de voir Tiroma et Bello se mettre ensemble. Mais la question que ces gens ne se posent pas, c'est qui va se désister au profit de qui? Voilà. La troisième voie, qu'est-ce qui fait problème? La deuxième est en train de se crêper les chignons, là sur le choix d'un candidat consensuel. C'est très impressionnant ce qui se passe dans notre pays. Je voudrais prendre les citoyens camerounais à témoin. Vous voyez, moi je ne vais pas dire les musulmans et consorts parce que c'est un langage qu'il va falloir raser, comme certains l'ont souvent dit dans notre pays. Ces citoyens camerounais. Voyez-vous, observez très bien. Qui est la personne qui porte cette organisation qui va désigner un candidat consensuel qui est M. Issa Tiroma. Regardons, on a M. Anissa Ekane, Manidem. Je laisse l'autre. Mais c'est le même personnage politique qui se révèle précédemment être dans une autre situation complexe avec un candidat dont la candidature n'a pas été validée pour cette élection-ci. Donc, voyez-vous à peu près où je veux venir? Et là, subitement, on a désignation d'un candidat. Qui plus est Issa Tiroma Bakari. On a l'autre côté, vous l'avez dit, un candidat qui est Bello Bouba. Il va de soi que tout de suite, on vient de créer là une tension, même si on ne le veut pas, entre les deux candidats. Même si les deux candidats auraient souhaité se mettre ensemble, tout de suite, ça vole aux éclats. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on va annoncer un candidat consensuel de l'opposition, même si il y a eu des consultations avec les autres candidats, mais il se trouve qu'il n'y a pas eu un consensus. Mais par contre, on a quand même voulu faire une annonce sur un consensus. Un passage en force, là. Un passage en force. Vous comprenez qu'on est dans une situation, et nous, à la NFP, on n'est pas très surpris. Ce que nous avions déjà, parce qu'on a tenu plusieurs rencontres avant d'aboutir à notre conférence de presse. Avant de se mettre ensemble, on est un ensemble de leaders de partis politiques, mais très différents. Nous représentons la diversité du Cameroun. Et nous avions déjà conclu. Ça sera pratiquement impossible pour les 11 autres candidats d'avoir un seul candidat consensuel. On va donc vers là. Nous, ce qu'on dit clairement, c'est qu'on assiste à ça depuis des années. Et les Camerounais sont fatigués. Nous allons, dans les prochaines semaines, sans doute, annoncer. Mais on va présenter des alternatives aux citoyens en leur disant, écoutez, si vous souhaitez voir ceci demain, écoutez, votez tel. Si vous souhaitez plutôt voir ceci demain, votez plutôt tel. Parce que l'environnement qu'on observe aujourd'hui, il y a un candidat qui est annoncé, clairement, la majorité des autres candidats ne vont plus s'allier avec lui. Donc, il n'y aura pas forcément de consensus. Et il prend très au sérieux cela. On l'a écouté sur RFI ce matin. Il prend très au sérieux cette désignation comme candidat consensuel. Oui, mais ça participe de son propre jeu à lui. Quand on vous déclare, on vous désigne être candidat consensuel de l'opposition, qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes plutôt heureux. Mais ça ne participe pas d'un bon jeu. Parce qu'à la fin, c'est les citoyens camerounais qui sont en train de se dire, finalement, qu'est-ce que vous faites de nous? Nous, on vous observe. On veut que vous puissiez vous mettre ensemble pour nous donner, pour changer ce qu'on voit. Mais c'est compliqué. Avis du membre du club des journalistes politiques sur cette question qui finit par diviser. Qu'est-ce qui fait problème? Jean-Jacques, c'est que le débat est quelque peu biaisé aujourd'hui. Le discours qu'on doit délivrer au peuple camerounais, c'est d'aller retirer les cartes d'électeurs et d'éviter l'abstention. Vous allez voter qui alors? Ils doivent voter à mes consciences, puisque
on est dans une situation de quelqu'un qui se vante avec un baccalauréat obtenu à Bonamou Sadji, alors qu'on sait que c'est l'office du baccalauréat qui délivre les bacs au Cameroun. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a désormais son passé politique derrière lui, qui a peut-être échoué dans son parcours, mais qui vient quand même dire qu'il vous adoube. C'est un peu ça qui fait aujourd'hui que ceux qui ont adoubé Issa Tiroma. Non, je vois qu'ils commencent à conjuguer leur passé politique au passé. J'assume ce que ça ne dit. Je vois parce que l'autre a même prêté son Yango qui s'est avéré Korokoro, lui-même l'a abandonné et le passager et le véhicule, maintenant, il veut s'agripper sur quelque chose. Quelque chose pour exister. Donc, et c'est pourquoi votre émission vient fort à propos. Nous assistons là au grand soir. Chacun veut être calife. Personne ne veut taire son ego. Chacun veut servir ses intérêts et ceux qui sont autour de lui. Vous voyez, d'ailleurs, ceux qui disent, s'ils sont élus au soir du 12 octobre, il y a des postes qui commencent à être distribués dans l'opinion. Oui. Donc, le consensus commence à devenir, la candidature qui devait être consensuelle devient une candidature conflictuelle. Vous avez vu, vous voyez donc la guerre des communiqués. Vous voyez un communiqué qui sort de tel registre, la minute d'après on vous dit c'est un fake. Mais on commence un peu à tester l'opinion. Les fake made in Cameroun. Oui, on commence à tester l'opinion, on commence à embrouiller. Et là, je rejoins la troisième force politique qui estime quand même qu'on est en train de vouloir distraire les Camerounais. On ne doit pas distraire les Camerounais. Il faut que les Camerounais se concentrent sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Et les Camerounais parlent de 8 millions et demi d'inscrits. Il faut que tout le monde retire sa carte et aille voter celui qui va porter au mieux les aspirations. Le discours sur la recherche d'un consensus qu'on risque de ne pas avoir, si on s'en tient à ce que le docteur dit tout à l'heure, va plutôt démobiliser l'électorat. Bien sûr, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez qu'on s'achemine vers le lancement de la campagne. Elle intervient le 27. Il y a quelqu'un qui vous dit là-bas que non, je vais donner les consignes de vote. On ne fait qu'évoluer. On ne fait qu'évoluer. Après, on va se retrouver au soir du 12 octobre. Il n'y aura pas de consignes de vote. Et les Camerounais n'auront plus que les yeux pour pleurer. On n'attend pas un Messie. Le Messie, c'est nous. Vous dites que ce qui s'est passé le 13, avec les acteurs qu'on connaît, est un très mauvais jeu. C'est un très mauvais jeu. C'est-à-dire que les gens viennent jouer même le suivi politique. Vous savez que la présidentielle doit mettre le monde en vitrine. Et les communicants, les politiciens, ainsi de suite. Et chacun commence à travailler sur sa survie. Parce que je rappelle que dès le 30, il y a les régionales, on bouclait avec le dépôt aujourd'hui. Après, on a les législatives et les municipales, ainsi de suite. Chacun est en train de jouer son positionnement. Chacun est dans la logique du mapatisme. Personne n'est là pour la collectivité. Qu'est-ce qui divise, Bertrand Bama? Est-ce que le candidat est choisi, entre guillemets, Issa Tiroma, ou ceux qui ont choisi Issa Tiroma qui sont un problème? Merci Jean-Jacques. J'ai lu ça quelque part, ça m'a d'abord fait rigoler. Issa Tiroma est le candidat consensuel des petits partis Yango qui sont avec lui. Est-ce qu'ils ont encore le carburant? Ils n'ont plus, mais attends, les Yango là n'ont plus le carburant. Jean-Jacques, vous voyez, quand je prends Anissé Kane, c'est un mauvais joueur, un mauvais perdant. Vous voyez Dieu comme Chamini, ce sont des petits ceux qui sont perdants dans cette affaire-là, Anissé Kane. Quand je dis mauvais perdant, il a voulu placer. Le voulait-il réellement? C'est un mauvais perdant. Un mauvais perdant, un bon gagnant. Il a voulu placer quelqu'un qui est parti de côté. Jean-Jacques, vous voyez, Issa Tiroma n'est pas en train de jouer franc. Et moi, je vous dis, au soir du 12 octobre... Parce que Célestin Bédigui l'a dit sur ce plateau hier, qui sont quand même surpris que le FSNC a été à Yaoundé, à Fumban, à Yaoundé encore, à Fondation Mouna, et puis pendant que ce groupe est en train de travailler, subitement, lui se retrouve adoubé par un groupe qui a commencé par s'appeler groupe de Douala, qui s'est disloqué, le champ de son côté, a chassé professeur Abba Ouyono, et puis subitement l'UPC est né, et l'UPC a donné naissance à ce candidat consensuel-là. Exactement. Vous voyez donc, il dit qu'il est candidat consensuel. Et il ne va pas imposer cela aux autres leaders de partis politiques. Ça ne passe pas. Et au soir du 12 octobre... Même si tu tends la main, dans son il ne peut même pas la main aux autres. Il tend la main en disant il faut, que venez vers moi. Au soir du 12 octobre, il sera candidat, Bello sera candidat, Kabal, il n'y aura aucun candidat. Et c'est sur ce même plateau qu'on disait que est-ce qu'on pourra même avoir une seule personne? Avec la réaction de Tiroma là,
Tiruma vient de décourager plusieurs. Il vient de décourager plusieurs leaders de partis politiques. Il n'y aura pas de consensus. Et Jean-Jacques, parlant même de ce monsieur Tiruma, il doit savoir qu'il a fait son temps. Bello même devait faire le mea culpa, se retirer. Issa Tiruma devait se retirer. On devait adouber même d'autres jeunes, d'autres leaders. On a Cabral Libé, on a je crois. Sauf que dans cette interview, la même interview, il se présente comme le candidat des jeunes. Non, quel candidat des jeunes? C'est lui qui l'a dit. Oui. Non. On ne peut pas combattre, on ne peut pas demander aujourd'hui au président Paul Biya de partir. 93 ans, lui il a 70 ans, donc il est jeune. Non, quel jeune? Et d'accepter Issa Tiruma au Bello Bouba. Non, on ne peut pas. Actuellement, je pense que c'est un faux jeu. Cette affaire de candidat consensuel, il faut qu'on arrête avec bientôt la campagne. Comment donc, le 27. Oui, il faut qu'on arrête un peu avec cette affaire. On a compris que les Camerounais, les leaders ne veulent pas se mettre ensemble. Les leaders ne veulent pas s'entendre. Et ça peut faire l'affaire du parti du voisin. C'est justement le RDPC qui profite, qui doit boire du petit lait en ce moment. Ça fait leur affaire. Et Jean-Jacques, il y a un autre problème là. Entre Tiruma et Bello, il n'y aura pas d'entente parce que c'est chacun qui veut bomber le torse. C'est moi qui contrôle le Grand Nord. Donc je ne vois pas Tiruma se rabaisser vers Bello et je ne vois pas aussi Bello se rabaisser. Donc il n'y aura pas de consensus. Et c'est la division des voix de ce côté-là. Et ça profite au parti de mon voisin du côté droit. Bonsoir, monsieur Gag Emmanuel Doualango Bakoko, on vous salue. Très passionné par le débat que l'opposition nous laisse la diversion. Pourquoi attendre les dernières minutes pour faire du populisme? Les Camerounais sont déjà très matures. Que l'opposition nous démontre comment ils vont transformer le Cameroun par un bâton magique onglet par onglet. Nous attendons les projets politiques convaincants. On salue nos amis de Ngodi Bakoko. De ce côté-là, est-ce qu'on parle élection ici? Bonsoir Jean-Jacques, belle émission. Le seul problème de l'opposition, c'est le fait que chacun souhaite avoir le fauteuil présidentiel. Il ne pense pas aux aspirations du peuple. Il passe du temps à régler les comptes. Dans une élection, si vous procédez au préliminaire, le camp d'en face saura que vous êtes divisé et c'est là défaite assurée. Si cette opposition pensait un temps soit peu au peuple, ils agiront de sorte qu'ils posent les bases qui ne donnent pas l'impression qu'ils sont bêtes, entre guillemets. Et en d'autres termes, le Cameroun est devenu un gâteau qu'on veut partager. Un adage dit ceci: vaut mieux vivre avec un diable qu'on connaît qu'un démon que l'on ignore. J'espère qu'on se comprend. Josué depuis Kribi qui envoie son message là. Bonsoir, le grand soir. Où est passé Blero Niemek, monsieur Oumarou depuis Mbalmayo? J'attends la question, votre intervention sur. Il n'est pas avec nous sur ce plateau, non? Est-ce que maintenant, si tu souhaites qu'il nous retrouve, on va en parler avec lui. Il pourra également venir ici dans le grand soir. Bonsoir. Si les 10 autres candidats ne sont pas d'accord avec l'Union pour le changement, qu'ils se concertent et désignent leur candidat au lieu de pleurnicher. C'est Abo qui envoie ce message-là. Simon Metsengue, vous regardez ça avec... on va du petit lait. Oui, je comprends pourquoi on parlait de sérénité tout à l'heure, que ça semble peut-être pas gêné. Pourtant, Jean de Dieu Momo vous a donné un conseil, que l'excès de sérénité que vous affichez là, faites attention. Vous savez, il y a, je crois, c'est une sagesse qui dit que chasser le naturel, il revient en galop. Donc, ça n'étonne pas les Camerounais, ce qui se passe là au niveau du candidat consensuel. Au conflictuel. Du consensus. Consensuel du consensus. On peut appeler ça comme ça. Je crois que les Camerounais sont très matures. C'est pour ça que nous sommes sereins. Parce que nous travaillons avec les Camerounais chaque jour. Et lorsque nous travaillons avec les Camerounais chaque jour, nous connaissons leurs problèmes. Nous résolvons ce que nous pouvons pour le moment et nous projetons résoudre progressivement leurs problèmes. Donc, nous savons que les Camerounais sont exigeants. On fait comme les maires qui commencent le chantier les Camerounais, à la fin de leur mandat pour dire que laissez-moi la possibilité d'achever. Les Camerounais sont exigeants. Et c'est pour ça, parce que nous connaissons bien qu'ils sont exigeants, que nous ne nous aventurons pas à faire n'importe quoi devant eux. Voyez-vous, pourquoi je dis que le RDPC est toujours avec les Camerounais? Parce que dans nos statuts, il est imposé à chaque entité de base, je l'ai dit cellule, comité de base, sous-section, section,
4 rencontres qu'ils appellent les conférences de section sous section, conférences de comité de base, avec les militants qui sont du peuple. Dans ces conférences, on fait l'état des lieux, on recense les problèmes rencontrés et on commence à proposer les solutions avant de monter à l'échelon supérieur jusqu'au président national. Donc, ce qui fait que... De très belles théories. Hein. Ce n'est pas de la théorie. Moi, j'étais justement... de merveilleux. J'étais justement dernièrement à la sous-section. J'étais il y a 2 semaines, j'animais une conférence de sous-section à la sous-section 18A. Fundi 7, 18A. Et justement, lorsque j'animais, j'étais conférencier, lorsque j'animais cette sous-section, j'ai posé la question à un jeune. Pas à un adulte, j'ai posé la question à un jeune, il avait, je crois, 18 ans. Je lui ai posé la question à savoir... Il ne peut pas voter. Pourquoi vous irez voter? Mais il avait 18 ans. Il ne peut pas voter. Oui, mais il avait 18 ans. Je lui ai demandé pourquoi vous irez voter le président de la République, Paul Biya, le 12 octobre. Je m'attendais à ce qu'il dit. Il m'a dit, camarade, vous voyez, quand vous montiez ici, c'est au mois de l'autre côté, du côté de section... Non, pas Cançonnet, c'est-à-dire quand vous montez du côté de Messa, derrière l'école publique. Et il me dit, camarade, quand il y a 2 ans, 3 ans ici... Il n'est pas passé par Mokolamba. Attendez. Je vais vous dire pourquoi. Il dit que... Vraiment, camarade, moi, il y a 2 ans aujourd'hui, quand nous partions à l'école, en Col Bisson, nous mettions 2 chaussures. Une chaussure dans le sac. Ça a toujours été le cas. Hein. Parce que... Moi, j'ai fait le lycée de Col Bisson. Attendez. Nous mettions... Attendez. L'année dernière. Non, attendez. Jeune camarade. Attendez. Non, il faut laisser classer le Col Bisson. Regarde ce soir. Ça veut dire que vous n'étiez pas là. Non, allez... On n'a plus beaucoup de temps. C'est pour nous dire qu'il a apprécié ce qui a été fait. Non, c'est pas ce qui a été fait. Il m'a dit, nous changeons de chaussures à la grande route parce qu'il y avait trop de boue ici. Alors, le gouvernement est venu mettre les dalettes. Aujourd'hui, même quand il pleut, quand il pleut, nous on est à l'aise. De quel côté de l'école Bisson? Et donc, je ne parle pas de l'école, c'est pas de moi, derrière l'école publique. Et donc, pour ça, moi je vais le voter. Vous voyez, chacun vous dit pourquoi il va voter. Et donc, ce qu'il faut dire ici, c'est quoi? C'est que le peuple camerounais a toujours parlé aux hommes politiques et davantage à l'opposition. Là, c'est pour faire une parenthèse pour sortir sur la question du fédéralisme. Le peuple camerounais a tranché ce problème. Vous avez un parti politique comme le SDF qui est fédéraliste. Vous avez un parti comme le RDPC qui est un parti à caractère unitaire décentralisé de l'État. En 2018, et nous étions en pleine crise sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest. L'état des lieux. Et justement, le peuple camerounais a tranché en faveur d'un État unitaire décentralisé. D'accord. Mais ce n'est chaque fois, le débat n'est pas clos. Bien sûr, c'est pas le débat n'est pas clos. Vous aurez toujours la... Alors on va sortir l'émission. Nous sommes sereins. On va sortir l'émission, d'accord. Nous serons le 12 octobre prochain. On va sortir l'émission. Nous sommes sûrs que bonjour le panel. Le choix de Issa ne fait l'objet d'aucune critique. La forme importe peu. Laissez notre diable et on verra après. C'est de Gonzac à Bali. Tu réponds, il t'a pas posé de question. Il t'a pas posé de question. Il estime que si Issa Tiroma est le diable, qu'on les aborde, vous allez arranger après. Bonsoir. L'opposition camerounaise est la plus nulle au monde car les forces sont divergentes et ça profite au parti au pouvoir qui d'ailleurs introduit des proposants parmi les opposants. Merlin depuis Bonabéry, c'est Douala 4e. Bonsoir à vous. Fadil Dinjoya de Yaoundé, Issa Tiroma et Bello Bouba sont en mission pour le parti au pouvoir. Mission principale, créer le désaccord parmi ceux qui voulaient s'unir pour les affronter. Point. Bonsoir monsieur. J'admire toujours la façon dont le RDPC avec ses communicants cherche à nous persuader que tout va bien, surtout Messengue avec sa gymnastique très forte. Issa Tiroma et Bello ne sont pas crédibles parce qu'ils peuvent trahir l'opposition à tout moment. Ils sont comme les reptiles parce que personne ne sait comment ces 2 personnes pensent. Ngono Tiala depuis Akak, la 3e voie, on va sortir avec vous. Merci. Alors, je voudrais répondre à mon collègue dans le sens de ceux qu'on appartient au même parti politique. Je voudrais vous dire que les Camerounais nous écoutent. Les Camerounais vous écoutent depuis maintenant beaucoup d'années. Les Camerounais de 2025
sont déterminés à voter. Tout le monde le sait aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Les Camerounais que nous rencontrons n'ont pas, pour certains, pour la majorité que nous rencontrons, n'ont pas une haine pour M. Paul Biya en tant que personne. Les Camerounais que nous rencontrons ont une haine viscérale vis-à-vis du parti RDPC. Ils sont donc très peu. Je vais poursuivre. Vous avez les chiffres, donnez le chantier. Ils sont donc très peu. Ce que le docteur raconte là, ils sont pas... Ils sont donc très peu. Écoutez, vous êtes dans les chiffres. Donnez encore un chiffre. Bien sûr, non, ils sont très peu. Quand vous avez un parti qui a 316 mairies, 93 sénateurs, 152 députés, et un président de la République, et qui a pratiquement 6 millions de militants recensés à partir du, on appelle ça comment, du sommet politique de 2021. Je consens avec vous que ceux que vous avez rencontrés sont éminemment moins nombreux. Oui, ils sont moins nombreux, mais il ne faut pas les négliger. S'il vous plaît, il ne faut pas les négliger. Vous avez raison. Alors, ce qui va se préparer, le grand enjeu de la nouvelle force politique, ce n'est pas l'élection présidentielle 2025. Avec ce qu'on voit, chacun conclut ce qu'il peut conclure. La grande élection qui va transformer 2025. Ouais. Et là, vous allez travailler. Parce qu'il y a une nouvelle force politique, il y a une nouvelle génération qui va gouverner ce pays. Avec vous ou sans vous, nous allons gouverner. Parce que les Camerounais, nous sommes parmi eux, dans leur environnement de vie immédiat. Et nous tous, nous disons une et même chose. Nous allons changer ce pays-ci. Nouvelle force politique, 12 partis politiques rassemblés. Alors on sort de là, consensus possible ou pas finalement? Pour l'instant, ce que je constate, c'est que l'opposition travaille avec beaucoup de dynamisme pour une réélection du président Paul Biya. Ah oui. Ah oui, c'est ironique. Vraiment. Ah oui. C'est un contre-pied. En tout cas, j'espère seulement qu'ils vont taire les égos et revenir à l'essentiel, à savoir l'intérêt. Mais sauf que ceux qui sont les, entre guillemets, sont quand même d'un certain âge, ils vont aller à la retraite. Le problème de leur âge n'est pas... Ça va finir par se poser. Mais pour l'instant, 10 ans, 72, 73 ans. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'une partie des Camerounais recherche? C'est une alternance, une nouvelle vision politique, un homme qui vient incarner autre chose et proposer autre chose. Ils vont attendre la NFP. En face, il y a... Oui, non, ils vont attendre. En face, il y a le RDPC qui, pour l'instant, profite du spectacle. Tout à fait. Et sera justement le grand gagnant de tous ceci. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur ce plateau. Si rien ne change. Oui, sur ce plateau, Norbert Boudé, vous savez qu'avec la campagne électorale, il y a une réglementation. Bien sûr. Est-ce qu'on pense que ça va être possible d'avoir au moins un ou deux regroupements forts? Cabral Libi dit aux aînés, allez d'abord vous entendre. Mettez-vous d'abord ensemble, nous les cadrer, on viendra. Mais lui-même veut que tout le monde soit derrière lui. A dit le Cabral, il ne se voit pas derrière. D'humilité, il ne respectait pas les anciens. Là, on a l'impression que les ruptures sont là. Jean-Jacques, comme Issa Chiroma sur les ondes de nos confrères de RFI Mystère, je crois que tout le monde se bat à occuper la place laissée en friche par Ni John Fundji. Vous savez qu'après la sensation de 92, il n'a plus jamais travaillé, mais il avait un train de vie cousu. Donc les gens travaillent à occuper cet espace laissé par le chairman. Donc il ne s'agit pas d'un consensus, plutôt de dépositionnement. Sondage national. De notre enfant qui va être gâté et bien encadré pour remplacer le chairman. Optimiste encore, les positions semblent être très tranchées. Bello et Chiroma a dit sur RFI que lui c'est Bello, lui c'est Chiroma, Bello c'est Bello, et que les jeunes manquent de respect, ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas se mettre ensemble. Moi je pense que Chiroma doit se retirer. Bello doit se retirer. Ah d'accord. Chiroma doit se retirer, Bello doit se retirer et laisser la possibilité à une nouvelle énergie, à de nouvelles personnes qui n'ont pas été grillées dans le système RDPC de diriger le Cameroun. Moi c'est mon mot. Vous êtes à la troisième voie alors? Je suis exactement. Vous suivez la troisième voie? Je suis la troisième voie.
D'accord. Exactement. Ça ne te concerne pas, non? Qui est Justement, union ou pas l'opposition? Moi, ce qui m'intéresse... On dit que vous aimez donner les conseils à Moi, l'opposition. ce qui m'intéresse beaucoup Oui. plus, c'est le peuple camerounais, qui n'est pas distrait, qui est très mature. Une seule chose, qu'ils aillent prendre tous leurs cartes de vote. Parce que nous avons un grand pas à franchir. Dans 10 ans, le Cameroun doit être émergent. C'est ça qui est le plus important aujourd'hui. Dans 10 ans. Dans 10 ans. 10 ans, c'est demain. Hein. Voilà, donc ça veut dire que 2025-2035. Quand vous parlez comme ça, les gens, c'est ça la Poumbé. Vous dis, parlez de l'école des gens, pour tous en 2000. déjà de Gargassara. En 2018. À Doumenta, on vous interroge. En 2018. L'émergence là sera quoi? En 2018, au Zone 2, il n'y avait pas d'électricité. Alors, Zone 2, au Zone 2, il n'y avait pas d'électricité. Au Zone 2, aujourd'hui, ce sont des quartiers. Chez moi, il n'y a pas d'électricité. Donc, là, le week-end, nous, au RDPC, nous sommes réalistes. Le président a dit. Repousser comme la date là. Le président a dit. Créer un glissement des dates. Non, le président a dit. Je vous tiendrai toujours la maille de la vérité. 2025-2035, nous tous ensemble, nous allons construire notre émergence. En 2035, le Cameroun sera un pays industrialisé. Et c'est pour cela que nous ne devons pas être distraits par les hirondelles du printemps. Pour vous, il n'y a pas de débat là. Cette affaire de coalition là, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible. De toutes les façons, on observe tranquillement la coalition qu'on attendait, peut-être, que les citoyens camerounais attendaient, peut-être ne marchera pas. Et j'appelle les citoyens camerounais. Nous avons lancé au niveau de la NFP, c'est la première fois, un sondage national. Nous allons écouter ce que les citoyennes et les citoyens vont dire. Nous avons fait un sondage, on va vous le partager. Chaque Camerounais devra donner son avis. Et ensuite, nous... C'est pour les élections ou après les élections? C'est pour ces élections, si le sondage, il est là. C'est facile. Sondage politique, élection présidentielle, Cameroun 2025. Tout à fait. Voilà, NFP. Première question, quel est le candidat qui vous inspire confiance? Point d'interrogation, Ateki, Bello, ainsi de suite. Les 12 sont là. Quel est le candidat qui serait idéal pour une transition paisible afin de passer la main à une nouvelle génération? On va cocher les cases. Quel est le candidat que vous allez voter le 12 octobre 2025? On va cocher, moi je peux y aller cocher à cet endroit-là. Je dirais quand même. Merci beaucoup encore d'être venu échanger avec nous. Il y a un leader de parti politique là qui dit que, est-ce que vous êtes sûr que vous avez 12 partis dans votre NFP là? Daniel, Daniel 60 du G50. Daniel Essono, qui est une femme politique hein, bien connue, dit que vous racontez, est-ce que sa plateforme-là a même vraiment 12 partis? Demandez-lui de vous citer ces partis politiques-là et surtout de vous montrer l'engagement formel des leaders politiques de sa soi-disant NFP. Oui, vraiment, quelqu'un vient à son idée, vous commencez à... C'est pour ça que notre pays va difficilement changer. Notre pays va difficilement à cause des personnes comme ça. Martin Daniel, pourquoi le doute cartésien? Donc pour la DPC, le cartésien, pour les autres, citoyen de poser des questions de doute. Une dynamique. C'est pas honnête. C'est pas du tout honnête. Elle est porte critique. On sera encore là demain avec d'autres invités. Passez des magnifiques moments sur Info TV, votre chaîne de télévision. Très bonne soirée à tous.